Je vous propose de commencer la présentation du projet de rénovation énergétique qui avait été voté par la copropriété en 2019, 2020 et 2021. Donc la présentation de ce soir, je vais laisser la parole à M. Saez, à côté de moi, qui est donc l'architecte, qui va vous présenter les étapes et les évolutions du projet de rénovation énergétique. Ensuite, je laisserai la parole à M. Hyper, qui vous présentera la partie subvention du projet. Et ensuite, je reprendrai la main pour terminer un peu les débats, vous expliquer comment se passe une assemblée générale votant des travaux aussi importants. On va essayer de faire une présentation d'à peu près 30 minutes par intervenant, avec des questions bien évidemment que vous pourrez poser à l'issue des intervenants de chacun. Et puis voilà, on va essayer que ça se passe le mieux possible, de rester courtois entre nous. Et bien évidemment, à la suite, je vous enverrai la présentation qui va être diffusée ce soir pour que vous puissiez la voir entièrement. Voilà, tout simplement. Je diffuserai aussi différents documents qui vont vous être indiqués lors de la présentation. Tout ça, j'essaierai de le faire donc soit demain, soit lundi ou plus tard. Voilà. Vous m'entendez, c'est bon? Ok, donc je vais vous faire un point surtout sur l'évolution du projet depuis le début, parce qu'on s'est rencontrés au démarrage en 2019. Au début de l'aventure, il était question uniquement de refaire les toitures, l'étanchéité et l'isolation de vos toitures, qui étaient à l'époque, posé problème d'étanchéité, je pense qu'il y avait des réparations ponctuelles qui avaient été faites. Et donc nous avions été missionnés à l'époque pour refaire l'ensemble de ces toitures-là. Donc en 2019, nous sommes donc passés sur les toitures, nous avons fait un certain nombre de préconisations en anticipant déjà les réglementations énergétiques. Donc déjà, on avait pour l'étanchéité donc une isolation AR de 6,3 qui est une résistance thermique qui est plus que très correcte sur la toiture. On avait un peu aussi anticipé le fait que peut-être qu'un jour il y aurait des ravalements, donc au niveau des couvertines, on avait prévu des bords. On avait prévu aussi une mise en sécurité de la toiture. Et aussi, on avait commencé à se rapprocher un petit peu. Oui, excusez-moi. Oui, en 2019, c'était plus le syndic. C'était Citia. D'accord. Ouais. C'était fin 2019, je crois, pour mémoire. Donc du coup, on était parti sur ça. On s'était aussi rapproché d'une entreprise pour voir s'il y avait moyen d'équiper en panneaux photovoltaïques vos toitures, parce qu'il y a quand même une surface qui est assez importante, et de voir s'il y avait moyen, peut-être même d'envisager de faire des places de recharge pour les voitures électriques et de s'occuper des parties communes en termes de production. Bon. Donc du coup, tout ça pour vous dire que donc on a fait les choses correctement, avec un cahier des charges pour l'administratif particulière, qui sont donc les règles du jeu pour un appel d'offres, le cahier, le CCDP, le cahier des choses techniques particulières qui décrit précisément les travaux qu'on souhaite faire, un bordereau, donc un DQE de l'ensemble des factures, pour que les entreprises répondent et nous fassent des études. Entre-temps, le Covid est arrivé, puis donc en gros voilà comment ça se présentait. On a fait un tas de pièces graphiques qu'on a transmis aux entreprises pour qu'elles puissent chiffrer le projet, en plus du cahier des charges. Donc toiture par toiture, on décrivait et on mettrait tout ce qu'il fallait faire. Donc ça vous passe rapidement. Donc ensuite la phase 2, c'est donc en 2021. Suite au Covid, en fait, les pouvoirs publics ont commencé avec le paquet, et ça vous pourrez voir ça je pense aussi avec M. Hyper, qui est votre assistant maîtrise d'ouvrage. Donc les pouvoirs publics ont mis le paquet dans le cadre des rénovations énergétiques. C'est-à-dire que là où avant on privilégiait donc, des monogènes, c'est-à-dire isoler les toitures, ou isoler la façade, ou changer la chaudière, les pouvoirs publics ont décidé de mettre le paquet en termes financiers sur les rénovations globales, donc qui permettent d'avoir un gain énergétique supérieur à 35% par rapport à la situation existante. Et ça, c'est M. Hyper qui s'est occupé de ces parties thermiques-là. Et donc, il a été décidé d'étendre la mission pour réfléchir aux points qui permettaient justement d'atteindre ces fameux 35% de gain énergétique. C'est-à-dire qu'en plus de la toiture, il a été rajouté le flocage des caves, ça veut dire l'isolation du plancher haut des caves, et l'isolation thermique donc des façades. En gros, l'idée, c'est donc d'entourer votre bâtiment au-dessus, en dessous et tout autour, pour que thermiquement, on soit beaucoup plus intéressant.
Le sujet des fenêtres n'a pas été abordé parce qu'il n'y en avait pas besoin de les remplacer toutes dans le cadre de l'audit énergétique, et qu'en plus c'est une partie privative qui, dans le cadre des propriétés, comme les volets, sont parfois sujets à de longues discussions assez inexplicables. Donc ces éléments-là ont été mis de côté, et en tout cas pour ce qui est des volets, ont été chiffrés, mais à part 30 millions. Au-delà de ça, il y a aussi la ventilation qui a été chiffrée, parce qu'une rénovation énergétique implique que toutes les entrées d'air parasites disparaissent, et que donc du coup, parfois des problèmes apparaissent qui n'étaient pas prévus, liés à l'humidité, liés à un défaut de ventilation. Donc, un lot de ventilation mécanisée a été consulté en faisant bien attention parce que vous avez des cuisinières à gaz dans certains cas, et donc il faut adapter la technologie à ça, quoi. Donc voilà, donc on a fait un cahier des charges pareil. Là pour le coup, comme le projet était beaucoup plus gros, on a fait donc, comme pour les toitures, on a rajouté un règlement de consultation, que dans l'analyse des offres, il puisse y avoir des éléments techniques et des éléments financiers pour les offres qui seraient remises, des cahiers des charges administratives, techniques, et donc des bordereaux des QE comme je vous ai montré. Donc en gros, pour ce projet-là, pour les façades, on a d'abord fait comme on fait toujours, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu l'environnement de ce qu'on a autour, pour déterminer et on a essayé de regarder un petit peu ce qu'on avait autour de notre ensemble immobilier. Donc là au milieu, c'est votre résidence. Et on a regardé, donc derrière vous avez du pavillonnaire avec un style. Vous avez sur le côté gauche, ce côté-là, voilà. Vous avez donc des HLM avec une dominante de briques. Là, dans la pointe ici, où on est sur d'autres communes, vous avez des bâtiments résolument modernes. Devant nous, donc ici, vous avez le projet, le nôtre, avec une architecture classique, comme on peut l'avoir, comme ici par exemple, ou comme ici aussi, qui était un document qui nous a été fourni par le syndic et VSA. Donc on avait un petit peu une architecture un petit peu hétérogène. On savait aussi qu'il fallait se rapprocher des standards de l'architecture traditionnelle. Alors nous, dans un premier temps, on n'avait pas forcément compris ça comme étant figurativement, c'est-à-dire pas forcément reproduire une architecture traditionnelle et plus ancienne, mais plutôt essayer de reprendre un petit peu des codes avec des bandeaux filants, avec des appuis de fenêtres marqués, avec des encadrements de fenêtres marqués, des choses comme ça. Sachant que, je le précise quand même tout de suite, la contrainte numéro 1 que nous avions était une contrainte financière, parce que nous passions d'un projet de simple réflexion des toitures à un projet beaucoup plus ambitieux, et où donc l'idée était plutôt de dire non, on ne va pas juste rhabiller nos cubes, on va quand même essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus sympa. Donc on a fait des recherches un petit peu, donc mon épouse surtout, parce que je travaille avec mon épouse sur ce projet-là, qui est architecte également, donc on a essayé de recomposer les façades. Donc on a eu tout un travail comme ça, après ceux qui sont intéressés pourront venir me voir pour en discuter, où on a un petit peu essayé de trouver des rythmes, un petit peu notamment principalement pour les deux grandes barres, donc A, B, C, D, et E, F, G, H, I, qui effectivement sont très longues, donc pour essayer de voir, de les recomposer et de faire presque comme un front bâti, quoi. Donc on a réfléchi un petit peu sur tout ça. On a fait quand même pas mal d'allers-retours avec votre conseil syndical, qui était aussi appelé à apporter s'il y avait des photos, des choses qui nous intéressent, parce qu'on est en propriété privée. Donc on voulait aussi faire quelque chose qui corresponde à une demande de la part, en tout cas, de ceux qui vous représentent en tant que copropriétaire. Donc voilà, donc on a essayé de retravailler un petit peu. On a regardé, alors au début, on avait même pensé, comme il y avait des briques sur un côté, à travailler un petit peu avec de la brique. Puis finalement, c'était pas super emballé. Bref, on a modifié plusieurs fois le projet. Et on a abouti, donc ça c'était le projet dès qu'il était en 2021. On a aussi eu quelques retours avec le service d'aménagement, on a essayé de s'approcher de ce qu'on pensait, voilà. Et donc après, on a présenté ce projet-là, dont l'objectif était un petit peu de reprendre, vous voyez comme on voit ici par exemple, en appui de fenêtre, de reprendre des codes un peu plus traditionnels, et en restant sur une architecture assez contemporaine, mais bon, sans plus, qui permet un petit peu de faire le lien en fait entre toutes les architectures que vous avez dans votre zone. Sachant que là, pour le coup, la partie vraiment vue de votre immeuble, c'est la partie donc, côté rue de Trivaux, porte de Trivaux, c'est ça. Et donc c'est le bâtiment E, F, G, voilà, H, I. Après les autres bâtiments, en fait, on ne les voit pas tant que ça. En fait, on les voit surtout à l'aune des HLM qui sont eux situés en limite de ville et qui sont eux totalement en bloc. Donc ça, c'était le premier projet que nous avions présenté, en fait.
tout cas auprès du conseil syndical et des copropriétaires qui étaient intéressés par le projet qui sont venus voir. Là, c'est une image type sur le plus gros bâtiment, parce que c'est celui qui est le plus complexe à traiter. Et voilà. Donc nous avons lancé l'appel d'offres. Chaque lot, chaque poste a eu au minimum trois réponses. Donc le lot ravalement, 3 entreprises ont répondu, le lot étanchéité, 3 entreprises ont répondu, le lot ventilation, le lot flocage. Et à chaque fois, donc, les entreprises nous ont répondu. On a fait un rapport d'analyse des offres. On a analysé également l'aspect technique de l'offre des entreprises et l'aspect économique des offres. Donc on a retenu comme ça, dans le cadre d'un premier rapport d'analyse d'offres qui a été fait, des entreprises lauréates sur la base du premier projet. Ensuite, le projet a un peu stagné, et parce que visiblement, l'architecture ne parvenait pas à convenir en fait aux attentes de la municipalité. Donc, il nous a été demandé d'essayer, dans la mesure du possible, et surtout nous, toujours en gardant un budget constant, ou en tout cas qu'on a fait très légèrement évoluer d'une centaine de milliers d'euros, d'essayer de se rapprocher, non pas simplement d'une écriture architecturale où on reprenait des types de bandeaux, on reprenait des choses, mais vraiment de reproduire une esthétique plus en accord avec les bâtiments plus récents qui se font dans le reste de la copropriété, pas de la ville bien sûr. Donc on s'en prend cette problématique. Donc c'est pour ça qu'on a remouliné la chose. La grosse différence en fait qui joue, c'est essentiellement, nous on avait prévu ce qu'on appelle des modes des natures. Les modes des natures, c'est ça. Les modes des natures, pour de la rénovation énergétique, si vous voulez, ce sont des bandeaux, des encadrements de fenêtres, ce sont les décors en fait qu'on met sur les façades, et qui, s'ils sont relativement rectilignes, relativement plats, font une architecture qui peut être quand même plus simple, plus sobre, plus contemporaine peut-être. Et après, on peut faire des profilés, pour le coup, qui sont beaucoup plus complexes, comme vous pouvez le voir ici, Donc on s'est rapproché d'une entreprise qui fait des profilés pour dessiner tout un tas de profilés et puis les mettre sur la façade. Pour aussi répondre au mieux... Oui. En fait, on rien. Ah ouais. Bon bref, en tout cas, faites-moi confiance. Ça ressemble à ça, mais en différent. En gros, si vous voulez, ce sont des profilés qui sont plus ou moins moulurés. On a joué que sur ça pour des questions encore budgétaires, parce qu'après, s'il faut habiller avec des garde-corps, s'il faut habiller avec des éléments métalliques, s'il faut changer les faits. Enfin, après, il y a d'autres éléments qui peuvent être faits, bien sûr, qui sont tout à fait esthétiques, mais qui, pour le coup, plombaient la promesse initiale de faire un projet budgétairement pas trop élevé. On a aussi modifié une chose, c'est que nous, on avait prévu à la base de faire un soubassement en pierre et au-dessus. Alors après, pour ceux qui seront chauds, je vous ai apporté ici des matériaux, un petit peu des textures que vous puissiez vous rendre compte. Donc on avait prévu un traitement plus noble de rez-de-chaussée avec la pierre. Et puis dans les étages supérieurs, on avait prévu un revêtement, une peinture épaisse, si vous voulez. Finalement, on a plutôt opté pour un enduit qui est plus épais, qui est le même type d'enduit que celui que vous pouvez voir sur le bâtiment quand vous sortirez sur votre droite, et qui permet justement, comme l'enduit est plus épais, de tracer des joints creux, si vous voulez, qui est une architecture qui effectivement est plus commune sur Clamart, qui permet de faire ça. Donc ça, on a pu le faire. On a aussi un peu économisé sur le fait qu'à la base, on avait des différences de niveau justement pour marquer en fait les différences au niveau du bâtiment. On jouait sur des épaisseurs aussi de façade, en disant là, je sais qu'il me faut 14 au minimum pour être dans les clous en termes de réglementation énergétique. Ponctuellement, cette façade-là, je vais la mettre à 16, et on jouait sur des jeux comme ça pour un petit peu scander les façades. Bon, du coup, on a fait l'impasse sur ça pour pouvoir justement un peu plus absorber la différence avec ce produit-là, et travailler après simplement sur des joints creux et scander comme ça. Bref, le projet a évolué. On est après passé sur donc des façades. Alors, je sais pas si... Ouais, là on voit, après les couleurs c'est pas super top. Donc voilà, donc là on a retravaillé un peu le projet, un peu à la façon de ce qu'on a imaginé comme correspondant peut-être plus aux exigences de Vallée Sud. Alors là après encore, je le répète, on ne met pas de tablier métallique, on ne met pas de garde-corps, on ne met pas d'éléments, on joue juste sur des éléments de mode des natures qui viennent se mettre sur la façade, comme on peut le voir un peu ici, comme on peut le voir ici.
Enfin voilà, donc là ça c'est un exemple, donc on l'a dessiné sur l'ensemble des bâtiments de la résidence, façade arrière et façade avant, sachant qu'effectivement le sujet le plus complexe reste les deux grands bâtiments côté rue de Porte du Trivaux, c'est ça, Porte du Trivaux. Et voilà, donc pour les bâtiments un peu plus petits, on est parti sur ça, donc on est parti pareil sur deux teintes, on a essayé d'être le plus consensuel possible avec du blanc et une sorte d'une forme de beige. Bon après ça c'est des sujets qui peuvent évoluer bien sûr. Hein. Bon, bah, c'est moche. Bon voilà, ça on a fait ce qu'on a vu. Et donc si vous voulez, donc voilà, des façades comme ça qui correspondent, voilà, peut-être plus, enfin en tout cas de nous ce qu'on peut faire en essayant de respecter un budget pas trop important. Et donc en jouant là, pareil, donc sur des joints, on peut faire des joints creux, comme on peut voir ici, pour marquer les bâtiments un petit peu, des rayons ponctuels et puis des encadrements de fenêtres. Donc là vous avez deux exemples un petit peu du genre auquel on parvient. Voilà. Donc c'était ça, ou la première version qui était donc une version un peu plus contemporaine qui ressemblait à ça. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de voir un petit peu les matériaux, donc là je vous ai apporté un peu d'isolant pour que vous vous rendiez compte. Donc l'isolant c'est la laine de roche bien sûr qu'on met. Le polystyrène n'est plus du tout dans l'air du temps. D'autant qu'avec le renchérissement maintenant des produits pétroliers, le polystyrène graphique, donc le polystyrène noir qu'on voit, finalement est plus si intéressant que ça économiquement. On aurait pu mettre de la laine de bois qui a l'avantage d'avoir un très bon comportement au confort d'été, mais pour le coup là encore le delta en termes de prix est quand même encore assez important. Et là pour le coup on était en minimum, là où on devait être à 14 cm en laine de roche, on aurait dû être à 16 cm en laine de bois, ce qui commence à faire quand même assez épais en base. Et puis après, donc, sur les enduits de finition, je vous présente ça. Et puis là, vous voyez un petit peu donc, les types de modénature, qui sont donc en fait des éléments en polystyrène. Alors là, c'est une boîte de Guérande qui fait ça. Quand il vient nous voir, il y en a qu'un petit sac de sel. Et donc, c'est en polystyrène, c'est entouré de ce qu'on appelle de la pierrite, en fait, une espèce de pierre reconstituée, qui permet de ne pas alourdir trop la façade, notamment quand on a des modénatures qui sont un peu saillantes, sur déjà un complexe qui est en laine de roche, de ne pas trop alourdir l'ensemble. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y. Vous avez le micro peut-être? Oui, bonjour. Je suppose que vous êtes le maître d'œuvre. Tout à fait, oui. Le maître d'ouvrage, il est où? C'est vous, maître d'ouvrage. C'est vous, représenté par votre syndic. D'accord. Donc c'est pour savoir si tout le monde a eu toutes les infos par rapport à ce que vous présentez. Moi, ce que je vois pour l'instant, c'est plus un style déco que vous présentez en tant qu'architecte. Mais là, vous montrez toutes les décorations par rapport au bâtiment, par rapport à tout ce qu'il peut y avoir aux alentours. Je respecte votre travail, mais pour l'instant, c'est du thermique qu'on souhaite. Oui, on est bien d'accord. La base est thermique. En fait, le thermique de base, c'eût été de faire 14 cm de ça et d'entourer votre bâtiment tout simplement. Mais ça, pour le coup, c'était certain qu'au niveau de la mairie, ça ne passerait pas. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir tous les documents par papier? Ah, par papier, si vous voulez, vous les imprimez, oui, bien sûr. Les cahiers des charges, les CCTP, CCAP, bordereau, bien sûr. Tout ça, je connais, il n'y a aucun problème. Oui. Mais si vous n'avez pas Internet, comment faites-vous? Non, mais moi, si vous voulez qu'on vous les imprime, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on ne peut pas en imprimer. Pourquoi? Je sais pas, il y a On peut-être en 600 verra. propriétaires, je ne sais pas. On en verra, donc c'est la première chose. Je préciserai tout à l'heure un peu l'organisation de l'Assemblée générale, mais à la sortie de la réunion, enfin par la sortie au début de semaine prochaine au plus tard, vous aurez tous les documents qui vous sont présentés, le CCTP, le rapport d'analyse des offres, vous aurez tous les éléments qui seront envoyés aux copropriétaires. Pour ceux dont on a un mail, ce sera envoyé par mail, pour les autres, ce sera envoyé par courrier. D'accord? Pourquoi vous n'envoyez pas tout par courrier? Parce que déjà, c'est votre demande, mais ce n'est pas la demande de tout le monde. C'est pas la demande de tout le monde. Et d'autre part, tous ces éléments-là vous seront de toute façon envoyés lorsqu'on fera la convocation à l'ordre du jour. Vous aurez de toute façon à nouveau, et là, pour ceux qui le souhaitent par papier, qui souhaitent recevoir la convocation par papier, vous l'aurez en papier, vous aurez tous les éléments, devis compris, qui seront fournis lors de la convocation. Allez-y. Pardon. Là, vous présentez le ravalement thermique plus l'architecture, ça comprend toujours les terrasses avec vous.
Ah non mais bien sûr, si vous voulez, là c'est juste parce que... Non mais on est bien d'accord que là on se focalise sur la partie ravalement parce que c'est celle qui a un impact visuel. Les terrasses c'est un peu moins sexy, je vous l'accorde. Donc si vous voulez, mais les terrasses, bien sûr que c'est... Oui, il y aura des garde-corps de sécurité qui sont obligatoires de toute façon. Alors juste, il y a eu une toute petite modification parce qu'en 2019, il y avait encore une tolérance sur les garde-corps avec ballast, si vous voulez. L'avantage des garde-corps avec ballast, c'est que ça permet, parce que déjà il y a un peu à titre dérogatoire, mais on peut les mettre sans avoir à percer l'isolation. Parce que le problème, c'est que nos acrotères, ici, sont pas suffisamment hauts. Enfin, on avait prévu de les rehausser légèrement, mais avec du bois, pour pouvoir respecter les 15 cm de relevé d'étanchéité. Mais sur du bois, je ne fixe pas, enfin, c'est compliqué de fixer les sabots, donc on est obligé de les fixer dans l'étanchéité. Donc au début, moi, j'étais pas chaud pour ça, mais maintenant, la réglementation s'est visiblement assez durcie, et donc du coup, dans le cadre de la dernière demande qu'on a fait aux entreprises, notamment à l'étancheur, on lui a demandé d'intégrer dans son offre le fait qu'on aurait des garde-corps fixés en dalle de toiture plutôt que sur ballast avec contrepoids, si vous voulez. C'est vrai qu'on a parlé assez vite sur le site de la façade. Ça, je vais laisser l'AMO la thématique, mais en tout cas, on était au minimum 35%, c'était l'objectif à atteindre. On est forcément plus. Voilà. Et après, donc effectivement, donc la toiture, le flocage donc, de la partie haute des caves, donc le plancher haut des caves qu'on a isolé. On en profite parce que je n'oublie pas que j'avais visité un appartement en fait, où le plancher en fait, était un petit peu fatigué, je ne sais plus chez qui c'est, quelqu'un qui est peut-être là ou pas. Donc, bien sûr que ponctuellement, il y a des reprises de maçonnerie qui sont prévues. Et puis la ventilation, comme je vous le disais, qui consiste à mettre des moteurs au droit de chacune de vos ventilations. De vos conduits chintes, certains appellent de conduits chintes, parce que vous avez une situation très particulière avec des cuisinières à gaz dans certains cas, et donc ces cuisinières à gaz-là doivent nécessiter un type d'extraction spécifique, et pour les autres, c'est pas forcément la même chose. Ça a aussi l'avantage, parce que aussi ce qu'on peut proposer parfois, c'est un gros caisson qu'on met avec des traînes qui viennent nous accorder partout. L'avantage quand on est très ponctuel comme ça, c'est que quand on a une qui se met en défaut, vous avez simplement une colonne qui se met en défaut, qui ne fonctionne pas. Et non pas la totalité, une cage d'escalier, voire plusieurs cages d'escalier. Oui. Avec au dernier étage, on confirme qu'effectivement, il y a tout le temps des dégâts des eaux du toit. Oui. Je voulais juste savoir deux choses, je ne sais pas si j'ai pas expliqué ou pas, mais le toit sera bien aussi recouvert, ok, oui. Et je vous avais dit qu'il y aurait un traitement particulier pour les bâtiments G, enfin ceux qui sont le long de la porte de Théo, est-ce que c'est j'ai bien compris? Non, il n'y a pas de traitement. Non, c'est juste qu'en fait, c'était plus complexe à traiter en termes d'architecture pour la façade, parce que tout le monde a un très gros front bâti, si vous voulez. L'idée, c'était de briser un peu cette homogénéité-là. Pardon? Est-ce que ça occasionnera des prix différenciés? Non, il n'y a pas de débat, c'est vraiment bien sûr. Oui. Oui. Oui, non, ce sera pour l'ensemble des appartements. Ce sont des ventilations en fait hybrides qui fonctionnent donc mécaniquement, mais qui fonctionnent aussi avec l'air tout simplement. Parce que actuellement ça fonctionne avec l'air uniquement, d'accord? Et donc l'idée c'est que quand la ventilation extérieure est suffisante, ça fait tourner les moteurs avec l'air extérieur, et quand l'air n'est pas suffisant, ça les fait tourner en plus. Non, si vous voulez, il n'y a pas d'obligation. C'est une recommandation très forte de l'ANA, parce que là, pour le coup, ça ne produit pas forcément de gain énergétique, ou il faudra vérifier, mais je ne sais plus, mais enfin, c'est pas ça, on n'a pas un gain énorme sur ça. Par contre, ce que je vous disais en limiteur, en fait, c'est que comme on va isoler de façon assez efficace, en tout cas c'est l'objectif qu'on se fixe, votre bâtiment, vous risquez d'avoir, là où vous n'aviez pas de problème d'humidité dans votre salle de bain, vous risquez d'avoir des problèmes parce que les entrées d'air parasites que vous pouviez avoir avant vont disparaître. Ça va disparaître, ça. Nous, on bouche les ventilations naturelles, bien sûr. À l'intérieur, vous allez avoir, au niveau de vos fenêtres, on va devoir percer des mortaises, d'accord? Soit vous avez déjà des mortaises qui existent, en fait. Donc là, si c'est des mortaises qui existent, il n'y a pas de sujet. À la limite, simplement, ce qu'on pourra vous mettre, c'est qu'on pourra vous mettre, nous, les capuchons qu'on va mettre, on les fait avec affaiblissement phonique, donc ça peut faire une petite différence, si vous voulez. Et après, c'est surtout au niveau des entrées d'air dans votre salle de bain, donc salle de bain, cuisine salle de bain, cuisine et WC, où là on va rajouter un élément, en fait, qui est en général assez inesthétique, en PVC, et qui lui va aspirer l'air et qui lui va être connecté au système de ventilation localisé.
Dans le château existant, tout à fait, oui. Il n'y a pas de nouvelle colonne, tout simplement on vérifie, on nettoie la colonne existante et on vérifie son étanchéité. Le plancher vertical, oui. C'est-à-dire qu'on verra, mais selon le degré d'encombrement, si vous voulez, on peut soit protéger en mettant une bâche en plastique, mais si elle est parfaitement inaccessible, on demandera qu'elle soit partiellement vidée en tout cas. Voilà. Ça se fait, ça s'organise, ça fait partie du boulot. On fait des affichages, on organise, on fait par phase, et on y arrive en général par plusieurs passages. Oui, si c'est un garde-meuble, carrément oui. Et après, là encore, je vous disais, on peut toujours, on verra selon le degré d'encombrement. Je veux dire, nous, on peut intervenir si c'est faiblement encombré. Là, je me dis, que vous avez le cas où les caves étaient faiblement encombrées, on met une bâche en plastique qui peut intervenir. Par contre, si ça va jusqu'au plafond, bon, c'est sûr qu'on peut pas. Je voudrais revenir sur la question des ventilations. Oui. Voilà. C'est l'éternel sujet, si vous voulez. Dans l'absolu, pas tant que ça, parce que si vous voulez, le moteur, il est posé en haut. En gros, vous avez le conduit chat, et le moteur est plugué au-dessus de ça, si vous voulez. Donc l'aspect vibration et tout ça, vous ne l'aurez pas, d'accord ? Ensuite, le moteur ne fonctionne que quand le vent n'est pas suffisant. Donc quand voilà. Après, c'est quelque chose de tout à fait courant. Ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. C'est-à-dire, certaines personnes vont vous dire, moi depuis qu'il y a la ventilation, je ne dors plus la nuit, et d'autres qui vont vous dire, écoutez, moi je n'ai pas vu la différence. Donc ça, c'est ce que je vous dis, c'est parce qu'en fait, le problème qu'on rencontre bien souvent, c'est que si on ne met pas ça en œuvre derrière, vous pouvez essayer de ne pas le noter, hein, mais si on ne met pas ça en œuvre derrière, on risque d'avoir des problèmes là où les avait pas. C'est pas tant des problèmes de pont thermique, c'est plus des problèmes de condensation, effectivement, qui vont se avoir. Pas de comparaison. Oui. Vous parlez de la ventilation. Oui. Donc normalement, vous avez la surface du bâtiment, chaque pièce, et ainsi de suite, c'est répertorié. Donc vous savez que par rapport à chaque trémie qui concerne une ventilation, vous avez le débit en mètres cubes. Oui. Si je ne me trompe. Donc si vous adaptez le moteur par rapport à ça, le moteur ne tourne pas avec le vent, comme vous dites. Le moteur, il a besoin d'une puissance électrique. Le moteur ne tourne jamais tout seul. Non, le moteur, mais en fait, vous avez des pales en haut qui sont entraînées par monsieur, je sais très bien, je travaille dedans. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis. Après, si vous calculez, et par rapport au réseau, si une pièce avait besoin de 30 mètres cubes, 60 mètres cubes ou 90 mètres cubes, c'est un calcul à faire par rapport à l'entreprise. On est d'accord. Moi, je me base sur les données que VTI nous fournissent sur la ventilation de leurs produits. D'accord, mais moi, je peux vous fournir demain une ventilation par rapport à ma société qui fait 30 000 mètres cubes, et je vous dis, moi, ça fonctionne. Mais le truc, c'est de calculer chaque pièce. Une pièce a besoin de tant de mètres cubes par heure pour un renouvelage de tant de fois par heure, et ainsi de suite. Quand vous mettez une ventilation dans le gaz au niveau de la cuisine, ben non. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Sinon, il faut une entrée d'air basse. Non, parce que ça se fait par la chaudière en fait, l'entrée d'air. Ça, c'est par la chaudière. Une ventilation sur la chaudière. La chaudière, en fait, l'entrée d'air se fait par la chaudière. Ah non, vous ne mettez jamais une ventilation sur la chaudière. Non, d'accord, c'est la chaudière elle-même en fait. Ah non, sinon la chaudière elle est trop. Bon, enfin bref, de toute façon, ça c'est un point plutôt très technique. Si vous voulez, je vous montrerai dans le cahier des charges, on en discutera si vous voulez. Mais enfin, ça va vous étonner, mais j'ai pas non plus fait n'importe quoi. Excusez-moi, mais oui. Vous dites qu'il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Ça, quand même, ça serait très très important de savoir pour nous sécuriser à ce qu'on puisse dormir la nuit. Si vous voulez, nous on pourra plus transmettre les données en termes de décibels, mais c'est en termes de décibels, mais c'est comme toujours, si vous voulez, quand vous avez un bruit ambiant pendant la journée, vous n'entendrez rien, et la nuit c'est comme une goutte d'eau qui va faire plop plop toute la nuit, qui va vous horripiler. Donc c'est ce genre de choses-là. Justement, c'est de ça dont je parle. Oui, mais sauf que ça, j'ai pas de preuves tangibles à vous apporter. Il faudrait nous en apporter parce que c'est pas possible de ne pas dormir la nuit. Non, mais on est d'accord. Il y a des normes au niveau du bruit qui sont définies par la loi. Et donc, je pense que les matériaux utilisés sont dans les normes prévues par la loi. Après, effectivement, comme disait M. Cesse, il y a des sensibilités. Voilà. Après, ce qu'on pourra vous garantir, c'est que les normes seront respectées et que les décibels, entre guillemets, seront inférieurs à ce qui est prévu par la loi. Si, après,
il y a des dépassements, et si effectivement certaines personnes entendent du bruit, il y aura des mesures qui seront faites. Voilà. Je pense que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut prendre des mesures avant que les prendre après. Parce que c'est Non. Non, mais excusez-moi de finir. C'est des appartements qui sont extrêmement sonores. On entend les voisins. Bon, oui, ça, alors, ça. non, mais ça, on vit avec, on fait avec, on négocie avec les gens autour de nous. Mais là, on est en train de mettre en place quelque chose de neuf. Donc, vaut mieux prendre les mesures avant qu'après. Bah, de toute façon, ce sont des équipements qui sont ultra normés, hein, ces choses-là. Donc, ultra normé et c'est nous assurer qu'on puisse être tranquille. bah, en tout cas, dans le respect des normes imposées pour ces lots-là. Que ça soit bien indiqué, bien Non, mais ça, c'est plus qu'indiqué, bien Non, sûr. mais Ok, nous, déjà. on n'a qu'un appartement, c'est là où on vit. Non, mais je suis d'accord avec vous. Hein, donc on essaye de s'assurer un maximum. Sachez que dans tous les bâtiments neufs, par exemple, il y a toujours une ventilation intégrée hein, de base. Hein. Oui, mais les bâtiments neufs, ils ne sont pas sonores. Bah, alors ça, Normalement. enfin bref, bon, la ventilation c'est un point, mais c'est pas la seule localité. On est d'accord, mais Moi je viens jamais moi, dans les réunions. Là, je suis là parce que c'est extrêmement important. Mais C'est bien qu'on sûr. met en place bien sûr. au niveau financier, au Mais, niveau je suis de bien la d'accord. vie de tous les jours. On ne va pas se rajouter un élément pénible. C'est pas l'objectif. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Monsieur. S'il vous plaît, bonsoir monsieur. Oui. Au niveau des avancées du hall, y aura-t-il une isolation? Alors, le toit, en fait, on le remplace, on le fait en zinc. On va en profiter pour isoler la surface du zinc. Mais après, le reste, en fait, c'est essentiellement vitré. Moi, je ne change pas les portes d'entrée, pour le coup. Et après, ils sont assez vitrés, vos halls d'entrée, finalement. Donc là, non, je ne change rien. Vous aurez juste, en fait, les appuis de part et d'autre, en fait. Vous avez là, on voit un petit peu les petits murets, quoi. Parce en gros, que les qui halls sont très froids. Ouais. Mais bon, à ce niveau-là, ce sera en tout cas, les fenêtres et les portes d'entrée sont conservées, qui n'ont pas été remplacées comme ça. On pourra juste agir sur un petit peu la toiture et un petit peu la partie basse qui est maçonnée. Mais là, pour le coup, ça ne va pas être un game changer, quoi. Mais en général, on ne prévoit pas de chauffer les parties communes intérieures. Bah, le hall est chauffé, lui, hein. Donc si c'est pas isolé, on chauffe pour la rue. On est d'accord, mais on peut même envisager de ne plus chauffer le haut, quoi. De couper le chauffage du haut pour qu'il reste froid et de faire des économies à ce niveau-là. C'est pas le but d'isoler tout, alors que... Le but, c'est que les logements soient confortables. Après, si le hall d'entrée est froid, bon, enfin, ça peut se débattre. Hein. Mais dans beaucoup de propriétés, je sais qu'ils coupent le chauffage pour les parties communes intérieures pour faire des économies d'énergie. Oui. Oui, bonjour. J'ai entendu au début de votre exposé que les fenêtres et les volets ne faisaient pas partie du projet. Non. Mais ma question est pour réaliser les 14 cm d'isolation thermique par extérieur, les volets vont obligatoirement être déposés. Alors pour les deux, en Quel fait, est leur devenir ensuite? je vous termine, ne vous inquiétez pas, parce qu'effectivement, dans les tableaux de fenêtres, en fait, on ne va pas mettre 14 cm, parce que sinon, on peut plus avec des fenêtres avec des meurtrières. Donc si vous voulez, au niveau des tableaux de fenêtres, on va mettre 2 cm. Et effectivement, donc, dans la plupart des cas, ça peut passer. Par contre, ceux qui ont des volets à projection, ça sera un problème, puisque les volets ne pourront plus être à projection parce qu'ils seront bloqués par les 2 cm qu'il y aura au niveau du tableau. Même 2 cm, suivant le montage des volets, ce sera Non, pas mais possible. Hein. Il y a 150 000 cas différents. J'ai bien vérifié dans nos propriétés. C'est pour ça que nous, on a fait chiffrer dans le cadre de l'appel d'offres le remplacement des volets pour ceux qui le désireront, sachant que nous, on recommande de changer l'ensemble des volets. Mais ça a été un grand débat qui s'est tenu il y a peut-être 3 ans sur l'aspect effectivement privatif des volets et sur le côté que je puisse l'imposer ou pas en Assemblée Générale de tous les changer. Sachant que certaines personnes l'ont changé il y a 1 an, d'autres il y a 2 ans, d'autres il y a 3 ans, et que si je leur dis, bon les gars, on va vous changer votre volet, on va homogénéiser, on avait également le levier de bouclier. Donc on a fait chiffrer à titre informatif le remplacement d'un volet, on le proposera, et ceux qui seront chauds, et moi en début de chantier je me ferai fort de faire un recensement, de prendre un bâton de pèlerin sur cette thématique-là, et dans la mesure du possible, essayer d'en changer un maximum, effectivement, en tout cas ceux qui sont d'origine. Ce sera un choix de chaque copropriétaire. Certes, mais il faudra les déposer de toute façon. C'était ma question à la base. Il faut les déposer pour faire le... Non, il n'y aura pas d'obligation. Nous, on va s'arranger. Après, c'est comme toujours. Ça c'est le gros sujet dans la propriété. C'est qu'en fait, on va venir passer devant les rails. Et en général, les 2 cm, on arrive à les faire passer devant les rails. Et c'est ce que je vous disais encore, c'est s'ils sont à projection. Par contre, comme on passera devant les rails, là, pour le coup, on ne pourra plus les faire projeter. Oui.
En fait, j'ai fait différents trucs. Il y a soit à projection, mais du coup moins large, qui du coup rentre dans la nouvelle largeur du tableau de fenêtre, soit là, après, il y a les volets roulants avec. Après, il y a une esthétique quand même que j'aurais aimé conserver, donc voilà. Bonsoir. Oui. Donc, là, je m'interroge sur la durabilité du système d'isolation thermique par extérieur. Donc, du coup, je souhaite savoir à peu près les différentes couches de ce procédé ITE. L'isolant, est-ce que l'aile de gauche c'est sur toutes les façades et ensuite le côté parement, quels sont les matériaux, est-ce que c'est vendu sur l'aile de gauche seule? Et dans ce cas-là, est-ce que la densité est suffisante pour garantir qu'il n'y a pas de déformation qui crée la fissure à long terme? Alors les fissures, souvent, c'est au niveau des tableaux, en fait, les angles des fenêtres, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des renforts qui sont mis, enfin même pas souvent, en général. On maroufle dans la colle, si vous voulez, on maroufle en permanence des trames supplémentaires à ce niveau-là. Et oui, mais de toute façon, comment? Oui, les anciens. Non, mais bien sûr que la mise en œuvre se fait dans les règles de l'art. Il n'y a pas de sujet. Après, le problème, c'est pas tant au niveau des prescriptions, ça va être au niveau de l'entreprise applicatrice. C'est-à-dire, si ça fissure, ce sera plus du fait d'une mauvaise application de l'entreprise qui a mal travaillé, plutôt que d'un système qui ne pourrait pas éprouver. Les systèmes sont décrits. Je veux dire, c'est ultra normé, ces choses-là. Donc, oui, c'est garanti sans fissure, sauf à ce que l'entreprise fasse de la merde. Pour vous le faire savoir. Oui, attendez. Juste rapidement pour les volets, est-ce que vous avez l'idée en tête un coût pour un volet? Ah mais plus qu'en tête, là le problème c'est que je ne l'ai pas sous les yeux, donc c'est dans l'ordre de, je crois que c'est... j'ai pas révisé avant de venir, excusez-moi, on vous le transmettra, mais c'est devisé en tout cas, donc juste que je chope la ligne du devis, d'un devis qui a été fait. Comme j'ai eu beaucoup de réactualisation, il faut que je retrouve mes pieds aussi dans notre aventure. Et oui, c'est bizarre. Oui, changer l'écran. Ça, je vais donner ça. Ah mince, oui. Intéressant. En rénovation, quand vous avez des sociétés comme ça qui viennent justement faire de la rénovation, qui font des restitutions, etc., il y a une garantie, il y a quelque chose derrière qui dit si jamais dans 2 ans, 3 ans, dans le futur, il y a rien. Bien sûr. Vous avez la garantie de parfait achèvement pendant 1 an, donc déjà ça. Après, il y a une biennale, à peu près. Et après, dans la décennale, il ne faut pas que ça rentre, hein, mais voilà. Il y a au moins la biennale. Enfin, la décennale, c'est si c'est un peu à la destination. Au sujet des blocages dans les câbles, oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des câbles, il y a des briques platirières collées en haut, et d'autres, il n'y en a pas. Oui. Et je voulais savoir l'épaisseur du flocage, parce que c'est pas le même... Il y a une préparation spéciale à faire. Le flocage, il faudra que je vérifie dans le CCTP. L'épaisseur, là, je ne l'ai pas en tête, mais voilà. En fait, c'est pas tant l'épaisseur qu'on doit respecter, c'est un R qu'on va devoir respecter, c'est-à-dire une résistance thermique. Ceux qui n'ont pas de flocage, vous allez floquer directement sur les moussoirs, là. Oui, on floque directement, enfin simplement, on va par contre faire une accroche, en fait, si vous voulez. Ceux qui ont des briques plâtrières, oui. Déjà, ça va redescendre le... Ah non, mais alors oui, là, je vais me mettre à l'aise tout de suite, les câbles vont être moins confortables. Et c'est combien, 10 cm? Je sais plus, il faut que je vérifie, je ne l'ai plus en tête. Là, parce que moi, j'ai eu l'expérience dans mon président, ouais. Et ça n'a rien donné du tout. En termes thermiques? Ah ouais, le sol est toujours aussi froid. Ça c'est étonnant parce que normalement, si on met des trucs correctement. Ils émettent un durcisseur. À la fin, oui, pour pas que ce soit trop. Un durcisseur, ça s'épluche, ça tombe par terre, on en a partout. Si vous voulez, je pourrais vous transmettre des photos d'un chantier qu'on a fait il n'y a pas longtemps, là, sur une petite place, si vous voulez. Ça peut... Et là, pour le coup, le durcisseur n'était pas si mal. Moi, j'ai fait dubitatif sur le résultat. Une dubité. Bah écoutez, dubiton. Oui, mais après, moi, je hein, en tant qu'archi, c'est pas des travaux que je trouve les plus sexy, le flocage. Non. Enfin, après, il y a tout un tas de trucs, mais en tout cas, ça, c'est l'avantage, c'est ce qui est le plus rapide. Et le plateau, en termes d'épaisseur, c'est pas gagné.
On va essayer de faire en sorte qu'ils ne fassent pas trop de la merde. Mais là encore, c'est comme toujours, on en revient après à toute l'entreprise qui va intervenir. La laine laitière, ouais. La laine minérale. C'est blanc. Enfin, blanc-gris. Ouais. On va essayer gris-blanc. Je crois que votre syndic et l'AMO veulent parler aussi. Allez, encore 2 questions ici pliées. Bon, après, moi, tout ça, ça a repris sur TF1, tu peux le au début. Oui, très rapidement. Suite à la rénovation de Paris, est-ce que l'indice de performance sera le même pour tous les appartements? Non. D'accord. Est-ce que pour les appartements du 4e, voilà, je suis directement concerné. Ceux du 4e étage, ce sont ceux en tout cas qui vont avoir le plus d'impact puisqu'ils vont être concernés par la toiture et le ravalement. Donc forcément par rapport à la situation préexistante, c'est ceux qui vont être les plus favorisés, enfin qui vont voir la plus grosse différence. D'accord. Est-ce qu'on va passer au-dessus de la limite légale? C'est en tout cas largement l'objectif d'atteindre le D. Vous voulez dire parce que là il y a un DPE collectif. Vous voulez dire si vous faites votre DPE pour chez vous et que vous voulez vendre des DPE individuels, est-ce que vous serez dans les D? Exact. Ça, c'est à peu près certain à 99%, 100% même. Très bien. Et juste une dernière question. Voire même Juste une dernière question théorique. Ça, c'est toujours par rapport aux ventilations. Vous êtes où en fait? Je ne vois pas. Je suis là. Excusez-moi parce que c'est. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme j'habite au 4e, voilà, la ventilation, ça m'inquiète aussi. Est-ce que c'est possible de mettre un coupe-circuit entre 10h et 5h du matin, par exemple? Ah bah il y a plein de trucs qui peuvent être faits, mais ça, ça faudra qu'on voit avec le fabricant, et puis lui, il est tenu de respecter des normes, donc en tout cas, s'il met un coupe-circuit, ça ne sera pas marqué dans son PV de réception, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est comme aussi parfois, je sais que parfois j'ai des débits d'air, si vous voulez. Le problème qu'on rencontre parfois, c'est pas tant le bruit, c'est moi le truc que j'ai eu de remonter, c'est plutôt que le truc aspirait beaucoup plus fort que ce qu'il y avait avant forcément. Et donc les gens se plaignaient plutôt de ce courant d'air-là, en disant c'est beaucoup plus fort. Sauf qu'on a un débit minimal à respecter en termes réglementaires, que l'entreprise, une fois qu'elle a intervenu, doit dire j'ai fait un rapport de contrôle, le débit minimal et le temps. D'accord? Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la réception, on a des minimales, le débit et le temps, et l'entreprise a légèrement baissé après le truc derrière. Enfin, donc ça, c'est petits arrangements derrière. Très bien. Oui? Juste pour répondre à monsieur, il est possible d'avoir un minuteur par rapport aux heures. Oui. Voilà, c'est pas une coupure, mais c'est un minuteur par rapport au moteur. Bonjour. C'était pour savoir, vous avez parlé des ornements qui sont en polystyrène, et c'était pour assurer en termes de durabilité de ces matériaux. Qu'est-ce que vous avez à dire? A priori, ça dure. Le truc, c'est qu'en fait, c'est pas des choses qu'on met en place depuis 80 ans, si vous voulez. Hein. C'est mode nature en polystyrène. Si votre question, c'est de savoir si ça va tenir. Oui, ça va tenir, parce que pour le coup, c'est pas juste collé comme ça sur la façade. Hein. Il y a quand même des mèches de fixation assez importantes. Après, il y a c'est pas tant le polystyrène, c'est en fait c'est entouré par une pierre reconstituée, dont on peut supposer qu'elle aura une forte durabilité. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez courant depuis 10-15 ans maintenant qui se met en œuvre. Ça dure au moins les 10-15 ans ou 20 ans que c'est mis en œuvre, ça dure. Après, voilà, c'est comme les produits sur lesquels on n'a pas un passif énorme. Quoi. Voilà. En tout cas, c'est clair qu'on ne peut pas faire des trucs massifs sur à mon avis, c'est pas une bonne idée. Mais après, il y a des petits, comment dire, vous avez fait des études multiples sur, des propositions multiples. Non mais ça, ce genre de choses-là, c'est pareil, tout ça, enfin, on est en France, je vous rappelle, c'est-à-dire que nous, en termes de normes, s'il y a bien un truc qu'on est bon, c'est ça, si vous voulez. Donc ces produits-là ont au moins 6 tomes pour décrire, si vous voulez, la façon dont ils sont fixés, la façon dont ils doivent réagir au feu, la façon dont ils doivent réagir à la pluie, la façon dont... Donc, en tout cas, les produits que nous on propose sont des produits qui sont assermis, enfin qui ont passé tous les tests qui permettent de les mettre sur le commerce. C'est pas un truc qui, bah tiens, il y en a qui a inventé ça, ça a l'air pas con, tiens, on va essayer puis on verra dans 3 ans. Oui, j'imagine, mais c'était surtout pour comparer par exemple à un peut-être plus haut de gamme, voir la différence de prix que ça pouvait amener. C'était juste ça. Après, sur les modèles nature, je ne sais pas s'il y a des milliers de gammes différentes. Le principe reste toujours d'avoir une âme
une âme légère en polystyrène et un enrobage en pierrite après. Sinon après on est sur quelque chose de massif que je fais moi quand j'ai du patrimoine ancien parisien, tout ça, on refait des moulures et tout ça, effectivement qu'on va soit remettre, on va recouler en place, et là c'est du massif si vous voulez. Mais là on n'est pas sur les mêmes poids. Là. Là, vous nous présentez le projet. Mais à quel moment allez-vous nous donner un dossier où on pourra être sûr qu'habitant le 4e, on aura un gain déjà de plus de 35%, vous nous avez dit de gain d'économie, mais après qu'on passera en D. Est-ce que vous... Ah ben ça, en fait, il faudra faire un DPE chez vous. Ah mais alors, ça veut dire que... C'est un DPE individuel. C'est un DPE individuel, soit. Mais vous savez bien les conséquences avec un DPE individuel. Des fois, on a la mauvaise surprise d'être encore en E. Non, mais là, c'est pas possible. Et donc, vous ne faites pas de projection, vous ne donnez pas un dossier, vous faites une projection. Dans d'autres résidences, on nous fait tout des tableaux où on nous fait tout ça. Il y a le DPE collectif, si vous voulez, qui est fait dans le cadre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais il n'y a pas appartement par appartement la lettre atteinte sur les... je ne sais plus combien il y a d'appartements. Il n'y a pas lettre par lettre le truc atteint. Là, vous le faites collectif. Et par appartement, vous ne direz pas, pour ceux qui habitent le 4e, voilà. Non, parce que ça peut changer notamment. Je prends un exemple. On ne change pas les fenêtres, d'accord? C'est pas prévu dans le cadre des travaux. Donc quelqu'un qui aura mis un triple vitrage la semaine dernière, forcément, risque d'atteindre plus facilement la lettre A, voire B ou A, par exemple, mettons A, un peu d'optimisme quand même. Mais mettons un B, si vous voulez, là où celui qui n'aura qu'un double vitrage n'atteindra peut-être pas ça. Donc après, il y a quand même des éléments, ou bien si vous avez une PAC intérieure avec une je sais pas quoi, maintenant ils font des trucs qui font à la fois climatisation et chauffage, vous avez des équipements qui peuvent être individuels et changer votre lettre à chaque fois. D'accord ? D'accord, mais globalement, quand on a fait tous les travaux qui nous incombent en privatif, il n'y a plus que la rénovation des murs, de la toiture. Oui. Alors si encore le 4e ne sort pas en D, c'est grave. Oui, mais c'est très grave même. Mais c'est complètement impossible, si vous voulez. En tout cas, vu les valeurs thermiques qu'on met en toiture en R de 6 et quelques, et vu le R qu'on met en façade, de toute façon, on ne peut pas faire plus. Donc, il y a un moment où... voilà. Je voulais juste savoir, parce qu'en fait, chez nous, dans l'appartement, on a du salpêtre sur les murs. Oui. Et ma question est, est-ce qu'il faut qu'on le précise à la société pour qu'il y ait quelque chose de fait? Non, mais à la limite, on regardera, il faudra voir quelle est la raison pour laquelle vous avez du salpêtre. Il y a des chances pour qu'avec la rénovation énergétique, ce sujet-là soit résolu. Après, il faudra comprendre, est-ce que c'est un problème d'habitude, est-ce que c'est un problème de ventilation vraiment très défaillante chez vous, d'arriver à comprendre. Je ne sais pas. En tout cas, on a dû mettre des aspirations d'humidité dans les chambres. Et on ne peut pas mettre de peinture sinon tout s'écaille, on est obligé de mettre du papier. Non, mais c'est un vrai problème. Mais du coup, on n'a pas besoin de spécifier à l'entreprise quand ils viennent? Non, à l'entreprise non, mais à l'architecte oui. C'est-à-dire qu'en démarrage de travaux, c'est bien si vous avez des cas particuliers pour qu'on puisse voir spécifiquement chez vous, et bien s'assurer que les problématiques que vous avez vont être résolues soit par les travaux, soit si c'est quelque chose qui n'a rien à voir, de voir en fait, d'auditer votre appartement spécifiquement en disant bon bah là c'est un problème que c'est peut-être pas lié à ça, c'est peut-être une fuite ou qu'il y a autre chose, vous voyez, et de pouvoir et de pouvoir résoudre ce problème-là en analysant, parce que c'est pas un problème, c'est pas une problématique commune à l'ensemble de la propriété, si vous voulez, c'est vraiment particulier à chez vous. Donc de pouvoir au moins, en tout cas quand vous finissez, avoir résolu votre problème. L'idée c'est pas de lâcher autant de sous pour qu'après derrière vous ayez un appartement dégueulasse. Non mais voilà, c'est ça le sujet. On va peut-être laisser la parole à M. Laimo.
Bonsoir à tous. On connaît les textes. Il y a un certain temps qu'on se côtoie. Est-ce que je parle comme ça et vous m'entendez correctement? Avec le micro. C'est mieux avec le micro. Okay. Pour ceux qui ne me connaissent pas depuis quelques années, je m'appelle Mathieu Hilpert et je représente la partie intéressante, c'est-à-dire les subventions. On s'occupe des subventions sur votre copropriété, en tout cas sur le projet. Ma présentation de ce soir, ça va être un rappel des étapes par lesquelles on passe quand on est dans un projet comme celui-ci et ce qui vous reste les étapes par lesquelles il vous reste à passer. Je vais parler du dispositif de subvention 2024, parce que ce n'est pas les mêmes que celles qu'il y avait à l'époque, il y a 2 ans, quand on a fait le premier recensement des copropriétaires, ça a changé. Et puis, je vais vous donner quelques chiffres aussi, selon les dernières estimations qu'on a eues de travaux, sans faire de simulation individuelle, ce que représenteraient les subventions, notamment collectives, aujourd'hui, sur le projet. D'accord ? Je vais être rapide. Donc, vous avez bien un diagnostic, il y a eu le vote des études, et on s'est arrêté au recensement des copropriétaires, au milieu. Ok ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en a sûrement certains qui s'en rappellent, j'ai fait des permanences, on a fait des permanences sur site, j'en ai vu certains. On vous a envoyé une brochure de recensement, on vous a demandé un certain nombre de documents pour constituer votre dossier de demande de subvention individuelle. Bon, ça c'est plus valable, il va falloir le refaire, les situations ont changé. Donc il va falloir repartir là-dessus, c'est-à-dire que là, la prochaine étape, c'est de vous renvoyer cette brochure. Dans cette brochure, vous aurez la projection collective de l'étiquette énergétique, pas individuelle, désolé, mais il y aura la collective, par bâtiment. Il y aura un rappel donc, du programme de travaux, et puis il y aura une liste de documents que vous devez nous fournir pour juger de votre éligibilité aux subventions individuelles, qu'elles soient de l'ANA ou du département, par exemple. Et puis, il y aura un planning aussi, parce qu'il va falloir redécider d'un planning, enfin décider d'un nouveau planning du coup. Je ne sais pas quand est-ce que se votent les travaux, on ne sait pas quand est-ce qu'ont lieu les réunions publiques, ça c'est pas décidé encore. Donc vous aurez cela dedans. Vous aurez une date limite pour laquelle, avant laquelle vous devez nous envoyer les documents. D'accord ? Et puis, on va se retrouver en réunion publique. Alors tout le monde n'aura pas envoyé ces documents. Il y a des gens qui sont contre tout le temps et qui ne nous envoient pas les documents, et puis il y en a d'autres parmi vous qui vont vouloir être rassurés par l'avancée du projet. Une petite parenthèse là-dessus, on n'est pas Google, ni Facebook, ni X, donc vos données restent chez nous. Et une fois qu'on a enregistré votre dossier et traité, c'est détruit. C'est la raison pour laquelle ça ne peut pas passer par votre syndic de copropriété ou par l'architecte. C'est de vous vers nous directement. Les moyens de récupérer ces documents sont plusieurs. Enfin, il y en a plusieurs en français, il y en a plusieurs. Soit vous transmettez vos documents via notre plateforme internet sécurisée, ça il n'y avait pas à l'époque. Soit on se revoit en permanence sur la copropriété, soit par courrier. Voilà. Ceux qui ne sont pas à l'aise avec internet. Ok ? Très bien. On va arriver à un moment donné où il va nous falloir tous les chiffres du projet. Arrêter, les devis arrêtés, etc. On va faire des simulations. Et on va vous en rendre compte. On va se rencontrer avec le conseil syndical et puis on va donner un résultat. On va dire, voilà, sur le scénario 0, eh ben, la cote par moyenne par bâtiment, c'est ça. La mensualité moyenne, si le ou la copropriétaire passe par le prêt à taux 0, c'est ce montant, etc. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous va pas? Est-ce que c'est trop? Etc. Ok? À partir du moment où on a la validation financière sur un récapitulatif budget de toutes les parties, conseil syndical, syndic, architecte, eh bien nous vous envoyons une deuxième brochure, c'est celle-ci qui vous intéresse, puisque c'est elle qui va vous donner le montant à la virgule près de votre code par travaux, le montant à financer, le montant des subventions collectives auxquelles vous êtes éligible, grâce à votre appartement, pour les collectifs, j'en reparle après. Est-ce que vous étiez éligible à des subventions individuelles? Total de mes subventions, combien ça me coûte? Ok? Ça,
vous l'aurez avant l'AG de votre des travaux, avant la dernière réunion d'information. On se revoit en réunion d'information, on éteint les derniers incendies, tout le monde a reçu ses chiffres et toutes les informations personnelles. Il y en a toujours qui ne nous auront pas envoyé leurs documents et qui vont recevoir leur brochure et qui vont nous appeler en nous demandant pourquoi ils ont 0 dans les subventions individuelles. Alors on dit parce que vous n'avez pas envoyé vos documents. Donc il faut les envoyer. Ok? On vote. Et ensuite, si les travaux sont votés, ben, on rentre dans une phase de constitution des fonds par votre syndic. Le montage des dossiers de prêt à taux zéro pour ceux qui passent par le prêt à taux zéro. Il y a, après, chacun fait comme il veut, hein. Mais ça prend un petit peu de temps. Et puis la préparation des travaux par votre architecte. D'accord? S'il vous plaît. D'accord. Alors, les subventions en 2024. Il y a toujours des subventions individuelles sous condition de ressources et il y a toujours des subventions collectives qui sont liées à vos tantièmes, les fameux tantièmes d'habitation. Okay, les choses sont bien faites, parce qu'à l'époque, il y en avait quasiment que pour les modestes et les très modestes, c'est-à-dire les subventions sous condition de ressources. Okay, c'était injuste dans la distribution des subventions. L'ANA a renversé la table, a déployé ma prime Rénov', elle dit tout le monde paye une cote par travaux, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui n'aient pas de subvention. Donc aujourd'hui, tout le monde a des subventions, propriétaires bailleurs et propriétaires occupants. C'est plus juste. Le système est le suivant. L'ANA, l'État, a établi c'est toujours le même système, hein, il y avait déjà ça à l'époque, des plafonds avec des grilles de ressources avec des plafonds à ne pas dépasser. Si je suis en dessous, soit je suis considéré comme propriétaire occupant modeste selon mon revenu fiscal de référence, soit très modeste. Si je ne suis pas dedans, mais je ne suis pas dedans. Okay, un propriétaire occupant qualifié de modeste, il a une prime de 1 500 €. Première prime de 1 500 €. Un propriétaire occupant dit très modeste, c'est 3 000 €. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, il y avait la CNAV et les mutuelles. Ça n'existe plus. C'est arrêté. Le budget de l'ANA a augmenté de l'autre côté et les subventions collectives ont été élargies. D'accord? Mais la CNAV ne subventionne plus en individuel et les mutuelles non plus. Donc ça évolue. Ça, c'est pour. Donc, je viens de vous parler des deux primes modestes ou très modestes. C'est pour ma prime Rénov', l'ANA. Le département subventionne aussi ce type de projet. Okay, même principe, sous conditions de ressources. Et la plus grosse partie de vos subventions, donc, j'ai l'habitude de dire que si vous n'êtes pas qualifié de modeste ni de très modeste, c'est pas très grave, parce que la grosse partie des subventions, elle est liée à vos tantièmes d'habitation. Toute personne qui a des tantièmes d'habitation a le droit à ces subventions, on les appelle les subventions collectives. Donc vous avez ma prime Rénov' copropriété, toujours le même principe, 35% de gain énergétique, projeté. 30% de financement. L'année dernière, c'était 25%. Donc, ma prime Rénov' a été rehaussée de 5%. Okay, ensuite, vous avez un bonus écologique, le fameux sortie de passoire énergétique. Donc, il y a 10% de subvention par rapport à votre montant global hors taxe des travaux si vous atteignez l'étiquette D. Oui. Okay, l'année dernière, c'était 500 € par logement. En fait, ils ont transformé les primes fixes en pourcentage par rapport au montant des travaux. Voilà. Les dispositifs locaux, on vient d'en parler, et puis le fameux copropriété saine ou copropriété fragile. Vous vous rappelez? Les impayés. Vous êtes une copropriété saine. Donc vous avez des certificats d'économie d'énergie. Tout le monde sait ce que c'est que les certificats d'économie d'énergie. Vos travaux vont générer des économies d'énergie qui sont, je vais le vulgariser, rachetés par les pollueurs. Les obligés, on les appelle. Ils donnent de l'argent, c'est une subvention, le total est éclaté selon les tantièmes. D'accord? Voilà le paysage sous lequel vous êtes aujourd'hui si vous votez en 2024. Ok? Concernant la simulation individuelle que l'on vous envoie, donc je reviens à ma prise là. Il faut qu'on ait récupéré tous les chiffres ici, là, du projet, et on vous fait les simulations individuelles qui ressemblent à, s'il vous plaît,
qui ressemble à ça. Vous allez recevoir une brochure individuelle dans laquelle il y aura cette grille. Cette grille, il y a deux distinguos dessus. Il y en a un vertical et un horizontal. Il y a une colonne pour vous, copropriétaire, j'ai mes chiffres à moi, et il y a une colonne qui concerne la copropriété. Ça vous permet de vous rendre compte des sommes totales qui sont allouées au projet. Et puis en horizontal, vous avez des subventions qui sont préfinancées par la banque et des subventions qui sont versées à la fin des travaux. Je fais un petit retour en arrière, puisqu'en 2021 à peu près, il fallait financer sa cote-part totale, on attendait la fin des travaux et on recevait ces subventions ensuite. Okay, une fois les travaux livrés et réserves levées. Ça a changé. La caisse d'épargne, qui s'occupe du prêt à taux zéro et qui a récupéré le boulot du crédit foncier à l'époque, et qui maintenant s'occupe du prêt à taux zéro, fait du préfinancement de subvention. Je m'explique. Bon, regardez la grille en bas, là, bleue. J'ai ma cote-part travaux, avant subvention et après déduction du fonds travaux. Le fonds travaux, c'est la copropriété nous dit on veut utiliser notre fonds travaux, ce pour quoi on cotise tous les ans. On l'affecte. Si vous décidez de l'affecter, ben nous on l'intègre et on le déduit. Ensuite, j'ai le total de mes subventions individuelles, si j'y suis éligible. Encore faut-il que j'envoie les documents aussi. Et les subventions collectives, totales. Et puis après, j'ai mon montant à financer. Le montant à financer n'est pas votre cote-part travaux. C'est le reste à votre charge après déduction des subventions qui vous seront avancées. J'explique. Imaginons que j'ai 10 000 € de cote-part travaux. J'ai 5 000 € de subventions collectives par rapport à mes tantièmes. Et puis, je suis très modeste. Donc, j'ai 3 000 € de subventions individuelles. La banque, qui est la caisse d'épargne, s'occupe de ça, et ça fait l'objet d'une résolution, d'un projet de résolution en Assemblée Générale. Elle va avancer 100% de la subvention collective pour l'ensemble des copropriétaires, quel que soit votre mode de financement par ailleurs. Donc, moi, je passe de 10 000 à 5 000 déjà, entre cote-part travaux et montant à payer, à financer. Et sur ma subvention individuelle, modeste ou très modeste, elle va m'en avancer 70%. Ce qui fait qu'elle m'en enlève 2 100 € sur 3 000 €. Donc ma cote-part travaux qui était de 10 000, elle devient un montant à financer de 2 900. Bon, en français, vous ne payez que ce que ça vous coûte réellement. D'accord ? Et puis, la dernière ligne, c'est une simulation de la mensualité que la personne aurait à régler chaque mois, si elle passait par le prêt à taux zéro pour le financement de son montant à financer. D'accord ? Ça ne veut pas dire que c'est une obligation. Nous, on vous donne l'information. Après, chacun fait ce qu'il veut dans le mode de financement. Mon argent, ma banque, ou le prêt à taux zéro. Ok ? Mais on vous donne l'information. L'histoire du 15 ans, la caisse d'épargne, quand le conseil syndical, par le biais du syndic, lui demande un projet de prêt, eh ben, elle dit, vous voulez 15 ou 20 ? Il n'y a pas d'autre durée, c'est 15 ou 20. Lors de l'Assemblée Générale de vote des travaux, il faudra voter pour le prêt à taux zéro, parce que ça ne vous engage en rien. Et après, vous faites ce que vous voulez. Mais si vous votez contre, ben, personne ne peut le prendre. Ok ? Mais votez pour, et chacun fait ce qu'il veut ensuite. Et ceux qui sont intéressés, ben, ils ont déjà leur mensualité. Et j'invite les copropriétaires, quand vous recevez ça, à aller voir votre banque et à la challenger un peu, en lui demandant ce qu'elle peut vous proposer. Mieux qu'un prêt à taux zéro. Vous avez compris. Ok. Ensuite. Une question, s'il vous plaît. Oui. Par rapport à la durée des 15 ans, tout ce qui concerne les conditions de ressources ou l'âge de la personne. J'y arrive après. Vous me devancez de 2 slides. J'arrive. Je réponds. Alors, aujourd'hui, selon les chiffres qui m'ont été transmis, c'est une estimation, hein, en termes de subventions collectives, ma prime rénov copropriété, ça représente environ 2 200 000 €. C'est vraiment pour vous donner une idée, d'accord ? Il n'y a pas de chiffres arrêtés. On est quasi proche de la réalité, mais c'est une estimation. Pas au doigt mouillé, c'est une vraie estimation. Les certificats d'économie d'énergie avec les économies qui sont générées par vos travaux représentent cette somme-là. Les subventions individuelles, bah, je ne sais pas, hein, il faut faire un recensement. Aujourd'hui, on est à 2,5 millions, environ 40% de votre projet. On peut projeter ça et dire, ok, sur ma cote-part travaux, je serai à environ 40% de subventions collectives. Environ. Ok ? Entre 35 et 40%.
À cela, vous devrez ajouter, si jamais vous êtes éligible à l'individuel, une subvention individuelle. OK? Voilà. Ensuite. Et pour répondre à la question du financement, je viens de vous parler du préfinancement des subventions, mais j'ai toujours mon argent, j'ai toujours ma banque, et j'ai le fameux prêt à taux zéro. Alors, le fameux prêt à taux zéro de la caisse d'épargne, il est particulier qu'il n'y a pas de condition d'âge, d'endettement ou de niveau de formulaire de santé. Ça n'a pas changé. Le remboursement anticipé est autorisé. Alors souvent, si là ça ne m'est pas dit, on me dit, moi votre prêt, je serai mort d'ici là, de mon âge, ou... Regardez pas, je cherchais, je suis tombé sur ou ça m'embête parce que j'avais un projet de départ dans 24 mois et j'ai pas envie de m'embarquer dans un prêt. Ce prêt est lié au lot. Donc, si je meurs, alors c'est un problème. Mais pour le prêt, ça fait partie de la succession. Donc c'est soldé dans la succession. Sauf s'il y a récupération de dette devant le notaire, et ça, il faut que les héritiers le souhaitent. Okay, mais sinon, c'est soldé avec la succession. Si je pars dans 24 mois, j'ai ma mensualité que je vais payer pendant 24 mois. Donc au bout de 24 mois, je serai très loin d'avoir financé la totalité de ce que je dois financer. Je suis maligne. Je prends la valorisation, je prends les subventions que j'allais éventuellement récupérer, ce qui me restait à récupérer à la fin des travaux, et puis je vends. OK? Voilà. Vous voyez? J'ai fini. Vous pouvez nous parler, on est copropriétaire, on habite, enfin ou peu importe, et on vend quelques années après. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Est-ce que l'acheteur... Non, vous savez. Alors, l'acheteur... L'acheteur, il achète votre appartement plus cher parce qu'il y a eu des travaux, et vous remboursez comme un prêt immobilier, vous remboursez le sol au moment de la vente. Et si l'acheteur, lui, il ne peut pas continuer le prêt à taux zéro? Non. Quand vous vendez l'appartement, la valeur que vous restez à payer, vous allez devoir la rembourser sur la vente de votre appartement. Vous n'aurez plus d'emprunt. Pardon? Vous parlez de financement par rapport à la caisse d'épargne pour rembourser ou faire le prêt et ainsi de suite. Mais moi, ce que je vois à l'heure actuelle, c'est que le projet final n'est pas abouti. Pour l'instant, enfin moi, je parle pour moi, mais on est dans le doute. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quel matériel va être utilisé. On parle de fenêtres à 2 cm. Monsieur l'architecte, je pense qu'il est des PSG. Donc, je ne sais pas. Je me pose la question avant de le projet. Il a abouti, le projet. Pardon? Le projet, il a abouti. Ah, il a abouti. Attendez, on est dessus depuis 2019. Ça vous a laissé l'opportunité d'aboutir. Simplement, il y a eu 2 versions. On a fait une première version qui était aboutie. On a demandé ensuite, parce que de toute façon, les autres lots, tout ce qui est étanchéité, flocage, il n'y a pas de débat, c'était uniquement le lot ravalement. On a demandé une modification en 2023 à l'entreprise qui était lauréate, et voilà. Il n'y a pas tellement de débat. Les 2 cm, oui, il y a 2 cm pour les tableaux de fenêtre. Après, effectivement, il y a une adaptation de quelques appartements, si on ne peut pas fonctionnement, voilà. Mais ça, c'est plus l'échafaudage qu'on veut. Donc vous avez un projet financier à nous proposer dès ce soir. À mon niveau, oui. Je vais vous parler après du financement. Là, on parlait des subventions, mais je vous parlais effectivement du projet chiffré. Au jour d'aujourd'hui, on a les devis, je vais vous les détailler juste après. D'accord? Oui. 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 Bonsoir. Par exemple. Oui. Et par l'employeur aussi, là c'était Action Logement. Alors, ça c'est dans la liste, tout cela est précisé dans la liste des documents qu'on demande. Oui. Oui.
accréditation ou affiliation à n'importe quelle case est demandée. Notamment passer par l'employeur. On explique ça dans la brochure. Monsieur? Juste une question sur le mode de calcul des subventions collectives. C'est marqué. Si ma mémoire est bonne, à 35%, c'est 30% de remboursement et 50% de. Il y a deux crans. C'est 40%. Oui. C'est calculé 45. Au niveau 45, voilà. C'est calculé au niveau collectif. Oui. Est-ce qu'on peut faire également le calcul au niveau. C'est vraiment. On réfléchit collectif comme étiquette énergétique. D'accord. Parce que par exemple, si. Voilà, prenons un exemple simple, quelqu'un qui a des quatrièmes. C'est la première fois qu'on en parle ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au quatrième? Non, c'est collectif. On réfléchit collectif. Oui. Juste une question. Ça sera sur le revenu N-1. 2023 N-1, oui, l'année d'avant. D'accord. C'est pour ça que là, le recensement, on va le faire à partir de la nouvelle déclaration d'impôt. On ne va pas vous l'envoyer avant parce que ça n'a aucun intérêt. Et dès que vous avez fait votre déclaration et que vous avez votre avis de disponible, vous nous le transmettez. C'est une question un peu individuelle. J'avais déboursé fait sortir un peu d'argent pour pouvoir payer ça. Donc ça veut dire que ma déclaration va être un peu plus élevée. Donc je ne serai plus dans le même niveau qu'il y a 2 ans. C'est un peu. Non, c'est. On comprend. Il y a des évolutions. Mais c'est comme les gens qui travaillaient et qui sont en retraite. Ben, c'est mon cas. Par exemple. À la retraite, c'est mon préfond, je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça veut dire que ça va faire monter mon revenu. Moi j'avais fait ça. Il y aura un effet de seuil, ça c'est certain, ça peut arriver. Ben, oui. Et vous passez d'un côté ou de l'autre. Encore une fois, pour sécher cette larme, simplement vous dire que ce n'est pas la majeure partie de vos subventions. La grosse source de subvention, c'est votre appartement et les entières. Ok? C'est une subvention collective. Messieurs, dames, merci. Une question? Ah, non. J'ai entendu le ministre de l'économie dire qu'il y avait des prévisions de croissance à la baisse. J'ai entendu les médias dire que les 10 milliards d'euros seraient peut-être sur ma prime rénov'. Est-ce que les chiffres que vous nous avez indiqués là sont maintenus pour 2024? Oui. Merci. De rien, merci à vous. Je vous donne des informations pour cette année. Bon, maintenant on va parler en termes de chiffrage de coût de ces travaux. Voilà. Alors là, vous avez sur le dernier projet de M. Saez, la société Equico, donc les devis qui ont été établis en juillet 2023, qui aujourd'hui sont maintenus. M. Saez, les devis sont maintenus à ce jour. Oui. Voilà. Bon. Sur la base effectivement des devis établis en juillet 2023 et en incluant, je précise, 5% d'imprévus. C'est-à-dire qu'on se dit que dans les devis qu'on avait estimés, il y a potentiellement 5% d'imprévus. Alors je n'ai pas d'exemple précis, mais là je serais peut-être l'architecte présumé, lors de la dépose notamment des blocages sur les... Ouais. Voilà. Donc 5%, c'est ce qu'on prévoit habituellement, ce qui permet effectivement d'avoir un budget qui est conforme à la réalité au final, et pas rajouter ce qu'on appelle de travaux supplémentaires et de financement, on peut mettre à la poche à la fin. D'accord? Et même, plus souvent, on est en dessous de ces montants d'imprévus. Donc vous avez les montants ici, vous avez le coût des travaux, la colonne qui est un peu grisée, coût des travaux. Vous avez le prévisionnel pour les intervenants. Donc les intervenants annexes, c'est-à-dire qu'on a le bureau de contrôle, le SPS, l'architecte, la dommage ouvrage, l'AMO et le syndic. C'est TTC. Oui, c'est TTC. C'est TTC, ce qui nous fait un coût global par bâtiment. Je vous rappelle qu'effectivement, les travaux sont tous votés par bâtiment. Le règlement de copropriété est prévu tel quel, on ne peut pas y déroger, sauf à faire des résolutions qui modifieraient le RCP, le règlement de copropriété. Donc des coûts en plus derrière. Donc après, si on extrapole avec, parce qu'on extrapole, si on pas extrapole, justement, si on individualise ça par appartement, en tenant compte des subventions que vous a présentées Monsieur Hyper, vous avez le coût des travaux par logement, d'accord, les subventions
et le reste à charge. D'accord? Voilà. En fonction des bâtiments, A, B, C, D, les T4, T4, T5. Alors, ce que vous avez entre parenthèses, ce sont les tantièmes affectés à chaque lot. Pour le retrouver, il suffit de regarder votre dernier appel de charge. Dans les charges, non pas générales, mais dans les charges marquées bâtiment. Vous avez ce chiffre-là. Je vous laisse quelques instants pour regarder s'il y a des questions. Alors, bâtiment EFGHI, voici les montants. Alors là, on a le JK et l'OP. D'accord. Je vous enverrai tout ça, un ami, donc vous aurez tous les éléments. Alors je précise que c'est toujours des estimations, qu'on soit bien clair là-dessus. Hein. C'est à date, suivant les estimations, sur les devis qui ont été faits, l'estimation de M. Hyper sur les travaux. Et hors subvention individuelle. D'accord. Bâtiment ST. Alors, bâtiment ST est légèrement différent parce que je crois que le montant des travaux est plus important. C'est ça sur le ST? Attendez, je vais regarder. Sur le ST, on a un montant, oui, il est un petit peu différent par rapport à l'OP. Voilà. Non, il est moins élevé, par contre. Il est un chou plus petit, voilà. Mais par contre, les appartements sont plus importants. Et là, les bâtiments individuels, L, M, N, Q et R, donc les codes-parts de chaque appartement de ces bâtiments-là. D'accord? Oui. Oui, sur ce que je vois, vous parlez du coût des travaux incluant 5% d'imprévu. Oui. Donc j'ai sur un devis, il n'y a jamais 5% d'imprévu. Et sur une base de devis établie en juillet 2023. Oui, ça tout à fait. 6 mois. Or, tout le monde sait que le cours des matériaux se modifie constamment. Je peux vous répondre? Bien sûr. En fait, c'est des devis qui datent effectivement de 2022, d'accord? Qui étaient des devis qui, à l'époque, en plus, ont été faits à un moment où les prix étaient assez hauts, étaient juste en sortie de Covid. À chaque fois qu'on a présenté de nouveau les devis, j'ai téléphoné aux entreprises concernées en leur demandant « Maintenez-vous vos prix si une AG se tient dans 30 mois, 30 mois ?» Oui, non. L'entreprise de ravalement m'a dit oui. L'entreprise de flocage m'a dit oui. L'entreprise d'étanchéité m'a dit « Moi, je dois rajouter, je ne sais plus, on avait 30 000 balles, un truc comme ça. » Et voilà, donc je les questionne à chaque fois. Et si d'aventure, on en reparle encore dans 2 ans, je leur reposerai la question et peut-être qu'à ce moment-là, ils me diront oui, bah là, je l'actualise ou pas. Mais là, en tout cas, à chaque fois, ce sont des devis qui ont été confirmés comme ne faisant pas l'objet d'une actualisation. Et les 5%, ce n'est pas les 5% qui sont dans les devis d'entreprise, c'est moi qui, dans le cadre de mon rapport d'analyse des offres, préconise de mettre 5% de façon parfaitement arbitraire, mais qui est en général la façon dont on fait, moi en tout cas dans tous les projets de rénovation énergétique ou pas énergétique, on met toujours 5%, sauf lorsque ce sont des bâtiments avec des pans de bois, un truc de 1775 si vous voulez, où je vais plutôt être sur du 15 ou 20% d'imprévu parce que les impôts sont plus forts. Mais on met toujours une petite somme d'imprévu qu'on rajoute au devis d'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous faites un budget, mais sans savoir le budget final. Si, je sais le budget exact, c'est celui-ci, augmenté de 5%. Sachant que ces 5%-là, soit on tape dedans, soit on tape pas dedans. Et si on tape pas dedans, ils vous sont restitués à la fin. L'avantage d'avoir ces 5%, c'est que ça évite d'avoir à faire un appel ou de convoquer une AG en cours de route. Si d'aventure on se dit merde, j'ai un trou à 75 000 €, il faut qu'on fasse quelque chose. À ce moment-là, on voit avec le conseil syndical et les personnes qui sont intéressées, et on dit voilà, et on explique pourquoi on a besoin de mobiliser cette somme-là. Parce que c'est un imprévu. Non, mais vous pouvez diviser, c'est comme ça qu'on fait en général. Ah, mais c'est un point de vue, c'est pas la mienne, c'est un point de vue de votre part. C'est pas le vôtre, mais de toute façon, comme l'a dit ce sera voté en Assemblée Générale, d'accord? Et après, ce sera l'Assemblée Générale qui votera. Nous, de conseil, effectivement, on préfère indiquer ce montant-là, parce qu'en plus, dans votre financement, vous pouvez l'inclure. Vous pouvez l'inclure dans votre financement pour les commanditaires, plutôt que de faire une Assemblée Générale spéciale pour des travaux supplémentaires, vous obligez à sortir les fonds rapidement, bâtiment par bâtiment, ou éventuellement aller revoir votre banque pour refaire un financement. L'objectif, c'est la sérénité pour tout le monde. Alors, avant l'Assemblée Générale, les devis par bâtiment et par entreprise pour le projet
on les a. Ils seront bien évidemment réactualisés avant l'Assemblée Générale. Les devis que vous aurez, ce seront les devis qui seront datés d'une semaine, 10 jours avant la convocation. D'accord ? On vérifie aussi les certificats RGE des entreprises, parce que ça c'est un truc tout bête, mais il faut que les entreprises soient certifiées. Et on s'assure de ça, et notamment que le certificat est en cours de validité, et pas que le certificat arrive en fin de validité, en plein milieu de chantier. Et dans ces cas-là, on est obligé d'arrêter le chantier et de reprendre. La recherche de subventions ANA individuelles et collectives, ça c'est en cours. Et la recherche des financements. D'accord ? Lorsqu'on vous enverra la convocation, vous aurez le rapport d'analyse des offres de l'architecte, les devis de chaque entreprise retenue, les contrats des prestataires obligatoires, donc SPS, bureau de contrôle, architecte, assurance dommage ouvrage, le détail des subventions et des aides, comme vous l'a indiqué M. Hyper, et les conventions de financement éventuelles qui seront mises à l'ordre du jour et votées en Assemblée Générale. D'accord ? Vous aurez un dossier donc complet. Généralement, ce genre de convocation, c'est à peu près ça de convocation. D'accord ? Tout sera détaillé, vous aurez tous les éléments. Bien évidemment, il y aura des informations, des questions qui seront... Enfin, vous aurez sûrement des questions. On sera là aussi pour y répondre, aussi bien avant l'Assemblée Générale que pendant l'Assemblée Générale. Le but, c'est qu'à l'Assemblée Générale, il y ait le moins d'interrogations de votre côté. On fait effectivement, là je vous présente des résolutions types qui sont à l'ordre du jour. Comme je vous le disais, on vote un projet de rénovation énergétique qui sera par bâtiment. On votera résolution par résolution, travaux par travaux, dans chaque résolution, le ravalement de la façade, la rénovation de la toiture, la VMC et l'isolation des planchers hauts des câbles. Ce sera des sous-résolutions individuelles. D'accord ? On votera un budget imprévu de 5% du montant des travaux, la mission de maîtrise d'œuvre, la mission du coordinateur SPS, la mission du bureau de contrôle aussi qui est rendue obligatoire, les honoraires du syndic et la souscription du dommage ouvrage. J'insiste sur ce dernier point de la dommage ouvrage. Alors, il y a effectivement des garanties des entreprises, mais on ne fait pas des travaux tels quels sans une assurance dommage ouvrage au cas où il y aurait une faillite ou un problème avec l'entreprise, et surtout, la dommage ouvrage permet de résoudre les litiges beaucoup plus rapidement. C'est-à-dire qu'il y a un expert qui vient sur place, c'est pas l'entreprise qui nous dit « Ah non, mais ça, c'est pas garanti, ça rentre pas dans le cadre de mes garanties », c'est l'expert qui vient, qui va dire « Voilà, ça, c'est garanti, ça, c'est esthétique, et là-dessus, on est tranquille. » Et après, il y aura aussi des résolutions sur le financement, la mission obligatoire d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'opérateur ANA qui est ici présent, le mandat donné au syndic et à l'AMO pour représenter le syndicat des copropriétaires, l'affectation des fonds à l'UR aussi, ça c'est important. Vous avez 346 000 €. Grosso modo, ça vous fait vos TS, ça vous fait les 5%. 346 000 € qui sont sur le compte travaux, le compte Allure. Et donc, on votera cette affectation-là. Le mandat donné au syndic au fin d'ouvrir un compte travaux séparé. Vous avez déjà un compte courant, un compte travaux Allure, et on ouvrira un autre compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires auprès de la caisse d'épargne généralement, c'est obligatoire. Et comme ça, les fonds que vous verserez dans le cadre de vos travaux, soit directement, soit par le biais d'un prêt, soit par le biais de la subvention, seront versés directement sur ce compte-là. C'est ce compte-là qui sera débité, pas le compte général de la copropriété. Et il y aura aussi effectivement une résolution sur la souscription d'un emprunt collectif au nom du syndicat des copropriétaires. C'est une résolution qui permet ensuite aux copropriétaires qui le souhaitent, et j'insiste qu'ils le souhaitent, de recourir à ce prêt collectif. D'accord ? Donc ce ne sera pas une obligation, chacun sera libre de choisir, mais si on ne la vote pas, personne ne pourra y avoir accès. Ok ? Alors, pour revenir à l'AG, donc à l'Assemblée Générale, alors, moi je vais être très clair, hein, le projet il a été initié, il a été travaillé par ECO, M. Saez et M. Hyper, mais à l'Assemblée Générale, vous savez que vous avez eu la présentation du projet du maire. Moi là-dessus, j'ai aucun intérêt sur aucun projet. Je présenterai les deux projets, enfin les trois projets, la rénovation énergétique du cabinet ECO, les deux projets présentés par Valais Sud Aménagement, et il y a aussi le sujet de la rétrocession des parties communes qui seront présentés dans cette même Assemblée Générale. L'objectif sera que vous ayez tous les projets, d'accord, avec toutes les pièces. Donc je disais ça tout à l'heure, on va rajouter ça, et peut-être un peu ça. Donc il y aura une grosse convocation.
beaucoup de choses à lire. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, vous aurez le choix, en tant que copropriétaire, de voter pour l'ensemble des projets. Alors, on ne va pas voter pour tous les projets, parce qu'ils sont pas faire de rénovation sur eux. Mais l'objectif, c'est effectivement que vous ayez, en tant que copropriétaire, le choix de vous prononcer sur le projet que vous souhaitez. D'accord? Moi, dans ces projets-là, en tant que syndic, je n'ai pas de préférence. Je vais être très clair avec vous. Hein. Là, on se parle totalement honnêtement. Moi, j'habite pas dans la copropriété. Donc, moi, l'objectif, c'est que vous ayez, vous, la copropriété qui vous convienne. D'accord? Avec des bâtiments qui vous conviennent. Alors, pas individuellement, mais collectivement, vous allez faire un vote. Donc voilà. Moi, je ne veux pas que derrière, vous me reprochez de ne pas avoir tout mis à l'ordre du jour. Et ce sera un choix des copropriétés. Ok? Des questions? Moi, je suis prêt à vous convoquer sur le projet SDECO. Tout ce que je peux dire aujourd'hui. Le travail sera refait. De toute façon, il y a un moment, il va bien falloir fixer une date, parce que si on n'a pas les éléments et que ça traîne pendant des années, je reprends la dame. Après, moi, je travaille avec le conseil syndical. Là-dessus, voilà, et le groupe de travail là-dessus. Moi, si vous voulez, dès que j'ai tout, je lance Monsieur Hyper sur les aides, je lance tout le monde, et l'Assemblée Générale se déroule dans la foulée. C'est-à-dire que là, si on part aujourd'hui, on peut faire une Assemblée Générale pour septembre. Je ne vais pas mettre juin, parce qu'en juin, on a l'Assemblée Générale ordinaire. On la fera, ce sera, oui, j'ai oublié de préciser, une seconde Assemblée Générale. Je ne vote pas ça en même temps que l'Assemblée Générale courante. Une question qui peut paraître absurde. Supposons qu'un bâtiment vote le projet du maire et que deux autres bâtiments votent ce projet. Alors, justement, on fera une résolution chapeau là-dessus pour que la copropriété indique quel est son choix. C'est-à-dire qu'il y aura, souhaitez-vous voter le projet GECO, le projet avec surélévation, le projet VSA sans surélévation. Il y aura un choix d'abord, et après ça oriente l'Assemblée Générale. Très bien, merci. Oui qui veut, je ne sais pas, j'ai vu monsieur lever la main assez fortement. Par contre, si vous parlez d'un projet de surélévation par rapport à un bâtiment, il est bien clair, mais c'est précis que tous les propriétaires de ce bâtiment n'ont pas à prendre la charge de cette surélévation. Si, c'est un vote à l'Assemblée Générale. C'est-à-dire que les travaux qui sont votés, c'est les travaux, ici, c'est les travaux qui seront votés dans le cadre de la surélévation. C'est sur un bâtiment, hein, pas sur l'ensemble de la copropriété. Non, sur un bâtiment. Oui. Si le bâtiment L, j'en prends un au pif, enfin, oui, peu importe. le bâtiment L vote la surélévation, c'est le bâtiment L qui supportera c'est tous les copropriétaires du bâtiment L. Donc celui qui est la personne qui se trouve au rez-de-chaussée ou au premier étage, qui n'a rien demandé, se trouve avec des charges en plus à payer, quelque chose pour une surélévation qui s'en fiche. Ça, c'est le projet, il faudra poser la question. Voilà. Après, c'est le financement, c'est autre chose. Ah, c'est pas le financement, c'est l'accord. Oui, l'accord sera voté. De toute façon, on est sur les articles. Alors, je suis peut-être passé un peu vite, mais je ne sais pas si vous avez vu. On est à chaque fois à l'article 25. D'accord? L'article 25, c'est l'article renforcé. Voilà. Mais c'est un vote et c'est une décision des copropriétaires. D'accord. Donc, si tous les copropriétaires décident de ne pas avoir une surélévation, ça s'arrête là. Oui. Oui. Pour le vote en assemblée générale, oui. Est-ce qu'il faut d'abord le retour d'autorisation de travaux de la mairie ou est-ce que ça se fait après Non, ça peut se faire sans le temps de retour. Une question. Est-ce que vous avez une durée estimative de la durée des travaux, M. Saez, à partir du moment où vous dites top? Pardon? 1 an et demi. Ok. Oui, madame? Oui, en admettant que certains bâtiments ne votent aucun travaux, parce que oui. ça c'est une option, c'est une éventualité. Il faut savoir que les aides, notamment de TANA, sont données une seule fois pour la copropriété. Ce sont des aides par copropriété. D'accord? Ce n'est pas des aides par bâtiment. Donc si un bâtiment ne vote aucun travaux, voilà, il n'y aura pas d'aide pour ce bâtiment, et le jour où il devra faire son ravalement, il n'aura aucune aide. Mais donc, est-ce que ça impactera le montant des 36% estimés? Non, non, ça n'impacte pas, non. C'est le bâtiment, c'est 36% sur les bâtiments où il y a des travaux. Non, ça n'impacte pas. Alors après, l'objectif de ces résolutions chapeau, c'est de se dire à un moment donné,
La copropriété décide dans sa globalité de s'engager vers la rénovation énergétique, alors quel que soit le projet qui sera retenu. Après, l'idée, c'est que chaque bâtiment ait bien compris que l'objectif étant d'aller vers de la rénovation énergétique, il y aura forcément des bâtiments qui voteront pour, et que derrière, ils perdront les aides. Donc, il faut mieux s'engager maintenant. Après, comme je disais, il y aura des financements qui sont proposés, il y aura tous ces éléments-là qui seront là pour aider les copropriétaires à régler leur charge de copropriété. Oui, moi j'avais un autre commentaire à faire, je voulais juste apporter un témoignage. Moi je suis propriétaire depuis 15 ans à La Chaumière, j'ai un appartement au 4e étage et je voulais vous apporter un éclairage. Moi j'ai fait un DPE individuel il y a un mois, donc très récent, et je voulais vous en témoigner parce que probablement vous qui habitez votre appartement et que vous n'avez pas l'intention de le vendre ou de le louer, vous n'avez peut-être pas forcément fait cet exercice-là. Mais moi aujourd'hui je suis en DPE G, avec plus de 450 mg de je ne sais quoi là, enfin bref. Donc, voilà, donc ça veut dire quoi? C'est que mon appartement aujourd'hui, je ne peux pas le louer et je ne peux pas le vendre. Donc je ne peux rien en faire. Je voulais juste vous apporter cet éclairage parce que peut-être si vous êtes amené à faire ce DPE pour votre appartement, vous pourriez aussi vous retrouver dans la même situation. Donc c'est juste pour mettre en perspective l'urgence relative, en tout cas pour certains d'entre nous et peut-être pour vous demain, de procéder à ces travaux. C'est fin de la parenthèse, je voulais juste en témoigner parce que c'est mon actualité. Merci. Vous pouvez me dire le voir après? Moi? Oui. Une autre question, s'il vous plaît. Les 5% que l'on a au cas où, oui. Voilà. Par rapport au volet, est-ce que ces 5% pris dans le budget global au cas où, s'ils n'étaient pas utilisés, pourraient servir, si en même temps étaient intégrés dans la subvention, pour des gens qui voudraient payer les volets? Non, non, c'est privatif. Ah, Voilà. Non, c'est privatif, donc effectivement, ça sera réglé individuellement. Par contre, effectivement, les fonds vous seront restitués à l'issue, les 5% s'ils ne sont pas utilisés, vous seront restitués à l'issue. D'accord. Voilà. Après, est-ce qu'on peut avoir les volets, c'est l'entreprise de renouvellement. Oui, d'accord. Parce que de toute façon, les travaux seront. Il y a aussi une chose que je ne vous ai pas précisé, les travaux seront par tranche, mais donc, bâtiment par bâtiment. Une fois que les travaux auront été votés sur 1 ou 2 ou 3 bâtiments, on va faire ce qu'on avait déjà fait, c'est l'appurement des comptes bâtiment par bâtiment. C'est-à-dire que si le bâtiment A il est voté l'AG suivante, on vote l'appurement des comptes. C'est-à-dire que quand votre bâtiment est voté, quand votre bâtiment est fait, on fait l'appurement des comptes et s'il y a des trop perçus, on vous rembourse. Comme on est par bâtiment, on n'est pas obligé d'attendre la fin. Voilà. Alors il y a des questions, je prends par là. Vous avez parlé de l'utilisation du fonds à Soit l'UR, oui. Ouais. Et donc ça, comment vous pouvez expliquer comment après il se renfloue Après, ce sera des votes en assemblée générale, où on votera, mais dans la mesure où on aura fait quasiment tous les travaux liés au fonds Allure, qui est lié à l'économie d'énergie, il n'y aura plus besoin d'en constituer. J'avais une question, je vous ai vu, je vais juste amener ce côté-là, et après je reviens par là. Oui? Ma première question, c'était de savoir si on allait avoir tous les projets, mais vous l'avez confirmé. Il faudra qu'on puisse bien les comparer aussi pour savoir comment ces projets utilisent le fonds Allure, ou pas le fonds Allure, comment la Banque des commerces est intégrée. Le fonds Allure, vous l'aurez tout le temps, hein. Je le mettrai systématiquement. Que ce soit des chiffres comparables, ça sera intéressant. Et dans le projet qui avait exposé M. le maire, il y avait deux points qui me paraissaient particulièrement intéressants. C'était la garantie du prix fixe. Là, vous avez mis 5%, mais est-ce que vous ne pouvez pas aller vers carrément une garantie du prix fixe? Et puis aussi, vous avez dit qu'on paierait à la fin. Est-ce que ça serait possible aussi? Alors non, moi je vais être obligé. Alors déjà, payer à la fin, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que, effectivement, les entreprises sont peut-être payées à la fin, sauf que moi, en tant que syndic, je suis obligé d'appeler des fonds au fur et à mesure. Je ne peux pas demander, si je comprends les codes part, des uns et des autres, 23 000 € d'un coup à un copropriétaire. Le risque d'impayé, il est énorme. Aujourd'hui, votre copropriété est déjà en impayé. Pour certains, il y a certains propriétaires qui sont déjà en impayé. On est déjà en difficulté à certains moments. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, moi, j'appellerai les fonds en fonction de l'avancée des travaux. Je ne vais pas dire que je les paierai, mais je ferai des appels de fonds à voter en assemblée générale en fonction de l'évolution des travaux. Dans les deux cas de figure. Pardon? En termes d'emprunt, de toute façon, l'emprunt, il est fait dès le départ du projet. Il faut savoir si vous avez le financement ou si vous devez vous orienter un financement personnel. Oui? C'est-à-dire que... vu le montant, je dirais,
si on se rend compte qu'il y a des retards, si à la fin les DPE sont... Le CCAP, dans le CCAP, justement, on parlait, vous savez, dans le cahier des charges, dans la CCTP, pour la partie technique, le cahier des clauses administratives particulières que les entreprises signent lorsqu'on fait le marché de travaux, si vous voulez, justement, parle de ces sujets-là. Pour les, par exemple, en cas de retard, vous avez justement une somme par jour, après qui est plafonnée à 5% du marché, parce que c'est quand même pour reste légal, hein, l'entreprise ne peut pas nous devoir tout à la fin. Mais en tout cas, le CCAP sert à ça, justement. D'accord ? Pour tous les cas, c'est-à-dire même si à la fin on se rend compte qu'on n'est pas DPE, non, alors ça par contre, ça ne peut pas être mis dans le CCAP. Voilà. des pénalités dans l'autre sens pour que... Non, ça par contre, il ne peut pas y avoir. D'accord. C'est légal Oui, c'est légal. On évite. Mais non, mais le but, enfin, bien sûr que l'idée, c'est que ce soit en D de façon à peu près certaine parce qu'on est au max qu'on peut faire. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut pas graver dans le marbre pour ça. Question, j'avais la il y avait un monsieur qui avait dit là tout à l'heure. Non, là je suis que sur... Voilà. Là dans ce projet-là, il n'y a rien concernant la rétrocession des parcs de commerce et l'abondement de Vallée Sud. D'accord ? Là-dessus, on n'est que sur le projet sans aide de BSA. D'accord ? Est-ce que pour pendant la feuille, il sera possible d'avoir du coup Bien sûr. la vue globale? C'est ce que je vous disais, c'est que dans le projet, voilà, ce que je mettrai à l'ordre du jour, il y aura aussi le protocole sur la rétrocession des commerces et des parties communes. Voilà. Il y avait une question par la fenêtre, je crois. Concernant le projet, lorsqu'il sera présenté au cabinet du maire, dans le cas où en fait il sera refusé, qu'on ait voté en AG ou pas, déjà ma première question c'est si on aura un projet qui nous sera reproposé après, avec des modifications. Et dans le cas où on l'aurait déjà voté, est-ce qu'on devra revoter toutes les clauses? Est-ce que ça concernera seulement ce qui n'a pas été accepté par le maire? Enfin, comment on est par rapport à cette décision qui sera forcément prise par le client? Alors, en fonction des modificatifs qu'il y aurait à faire éventuellement, on verra. Si ça rentre dans le cadre du budget qui a été voté, il n'y a pas besoin de repasser. Si effectivement on dépasse, si on voit qu'effectivement on est largement au-delà, notamment des 5%, là effectivement on sera obligé de refaire un vote à l'Assemblée générale. Ceci dit, le maire, la dernière fois qu'il a présenté, a bien dit, je me rappelle avoir entendu que si son projet n'était pas voté, il ne mettrait plus obstacle à ce projet. D'accord. Alors il n'a peut-être pas trop de mémoire. Les élections bientôt. À ce propos, pourquoi n'avez-vous pas diffusé la captation vidéo qui a été faite par le maire le 25 janvier dernier? Je ne l'ai pas reçue. Très bien, parce qu'il me semblait que le maire avait dit que la durée des travaux, ça serait 1 an. Alors, monsieur Saez, pourquoi vous êtes 1 fois et demie, voire 2 fois plus lent que le maire pour faire les travaux? J'ai pas entendu le micro. Il est pessimiste. Ah, d'accord. Micro. Je précise une chose aussi. Alors, je ne l'ai pas reçu, mais je l'ai demandé, bien évidemment. Je n'ai pas été attentif. La captation. Mais si monsieur l'architecte est déjà pessimiste, on va où? Ah bah non, mais quand il nous présente... Ah bah peut-être que je suis bête, excusez-moi. Non, mais sur la base de l'usage que j'en ai et du planning qui m'a été fixé par l'entreprise, le concernant, on est plutôt sur 1 an et demi. Voilà, après, mais Denis, justement, déjà... On propose un projet, on a des dates, un financement, ou un projet, là il y a 5% qui ne sait pas où est-ce que ça va. Non mais les dates, vous pourrez les avoir que quand on aura établi qu'on lance le projet, parce que les sociétés, elles ne nous attendent pas pour vivre, celles qui vont être sollicitées. Donc elles vont pas vous dire, je vous réserve un créneau aujourd'hui, alors qu'on va peut-être même pas voter le projet. Mais il n'y a même pas d'assemblée générale. On n'a même pas de date d'assemblée générale. Juste une question, le 1 an et demi, c'est pas, voilà, pour rappeler, c'est un bâtiment commence, il se termine, ensuite on passera à un autre bâtiment, et c'est pas 1 an et demi pour tout à chacun. Je pense qu'il y aura un premier bâtiment qui servera un petit peu de test. Micro, on n'entend pas. Il y aura probablement un premier bâtiment où on fera un peu des tests, ou notamment tout ce qui est modèle nature, ces choses-là, on mettra tout au point les trucs techniques. Et après, une fois que toutes ces choses-là seront réglées, ça ira beaucoup plus vite. Et à mon avis,
pourra peut-être, il y aura peut-être le gros bâtiment, voilà, puis après on pourra 2 par 2. Mais ça, ils verront par rapport à leur stock d'échafaudage. L'idée étant qu'on ait un stock d'échafaudage qu'on fasse tourner bâtiment par bâtiment, à eux de voir quelle quantité de stock ils mettent au démarrage. Est-ce que ça correspond à l'équivalent de 3 cages d'escalier, 4 cages d'escalier, 5 cages d'escalier? C'est aussi à voir par rapport aux congés, est-ce que des congés, des pas congés, est-ce que vous voyez, il y aura un calage fin à faire, bien sûr. Après, on fait des plannings estimatifs un peu au pif, bien une durée globale si vous voulez, mais au moment de signature des marchés, bien sûr, on aura un calendrier qui sera de toute façon contractualisé. C'est-à-dire que le calendrier de travaux sera annexé au marché de travaux. Pour justement, si on veut établir des pénalités, il faut bien qu'on ait un calendrier de travaux. Et là, il faudra vraiment appliquer avec une date de démarrage calée en main. On n'aura pas des personnels sur échafaudage à Neufchâtel pendant 1 an et demi au sein du même bâtiment. Voilà. Non, mais c'est des cours itinéraires. Si ça se passe comme ça me rassurerait pas trop sur la capacité de l'entreprise à donner correctement ce chantier-là. Si vous voulez. Voilà. Mais a priori, les boîtes qu'on a consultées, c'est pas ce style. Non, mais il y a ce qui est dit, il y a ce qui est construit. Après, ce qui est certain, c'est que le premier bâtiment qu'on fêtera, ça se fait durer un peu plus longtemps, dans la mesure où on fera des échantillons, on fera des tests, des timbres, tout ça, donc ça se calera, ça mettra un peu de temps. Et ceux qui viendront après, bien sûr, c'est un peu vite. Ma question, c'est par rapport au paiement. Oui. Parce que vous dites que ça va durer 1 an et demi. Donc, est-ce que ça va être étalé pendant 1 an et demi? On va payer tous les mois? Non, alors il y aura effectivement des appels ce qu'on appelle des appels de travaux qui seront faits, qui seront effectivement votés dans l'Assemblée générale. Donc on verra effectivement qu'on aura un calage fin du planning, et quand débutent les travaux, et pour au fur et à mesure avoir les fonds, et effectivement il y aura des appels réguliers. On ne va pas faire ça sur 3 appels de fonds, hein. On va faire ça sur plusieurs appels de fonds, enfin, plus que 3. On va pas, voilà. Et il y a aussi, je vous dirais, au moins 1 an et demi. Voilà. Je précise juste une chose, je lève la main. Par contre, l'entreprise, pour commencer, il faudra quand même qu'il y ait déjà des fonds en place, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à commencer si on a appelé 15% des fonds. Voilà. Parce que si d'aventure il y a des défaillances en cours de route, l'entreprise va me dire, écoutez, moi, l'amour et le fraîche, c'est bien, mais j'ai quand même des ouvriers à payer, si vous voulez. Donc normalement, ce qui va se passer, c'est qu'il faudra quand même qu'on ait appelé au minimum 60% des fonds, déjà pour lancer les chevaux. Oui, madame. Oui. Ce que je comprends donc de M. Saez, c'est que le projet est abouti. Ce que j'ai cru comprendre de M. le maire quand on s'est vu, c'est que pour lui, c'était abouti aussi. Donc je ne suis pas sûre de bien comprendre qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas caler dès maintenant la date de l'AG du mois de septembre. Concrètement, moi, aujourd'hui, je n'ai pas tous les documents, le projet complet, comme M. Saez l'a présenté, avec un CCTP, avec les rapports d'analyse des offres et tous les devis par bâtiment. Voilà. Et donc, ça fait combien de temps qu'on les attend, ces documents-là? Un certain temps. Est-ce qu'on peut se dire que ça fait plusieurs mois que nous attendons ces documents? Okay. Moi, je vais finir par demander à M. le maire de louer mon appartement à ma place, à ce tarif-là. Merci. Oui, j'ai pas eu compris pour la partie financement, pourquoi vous parlez d'appel et d'un an et demi. Pour moi, il y avait un prêt à taux zéro qui était fait. Oui, mais tout le monde ne peut pas forcément faire un prêt à taux zéro et tout le monde ne va pas forcément faire de financement. C'est ça. Mais voilà. pour ceux qui ont le prêt, de toute façon, c'est acquis. De toute façon, oui, une fois que le prêt est acquis, il est acquis. Voilà. En cas de défaut de paiement, on a défaut de paiement, tout à fait, vous avez raison, c'est une très bonne question. Eh ben, pardon? Pas moi. Non, on engage une procédure contre le propriétaire et éventuellement j'aurais peut-être une autre solution à vous proposer, mais il faut encore, je ne vais pas en parler ce soir, mais j'aurais peut-être d'autres solutions de garantir effectivement une partie du financement de ces travaux. Oui, non mais aujourd'hui le projet est encore trop jeune, entre guillemets, je ne le présente pas à ce moment-là, donc je ne vais pas contacter un assureur pour voir s'il peut garantir les loyers. Les charges, garantir les charges. Voilà. Et de toute façon, il y aura une procédure. C'est-à-dire que là, on sera beaucoup plus rapide sur les procédures pour obtenir le paiement. Voilà. Oui. Et en cas de vente, Pardon, je n'ai pas entendu. Oui. Et bien, c'est le copropriétaire qui se prononce, ça a été voté. Et au moment où les travaux ont été votés, le copropriétaire débiteur, enfin la personne débitrice, et la personne qui était propriétaire au moment de la décision de l'Assemblée générale. Et généralement, c'est vu dans les ventes, voilà. Il n'y a pas de... Oui. Je crois que cette collective du bâtiment
une petite idée du pourcentage par rapport à notre résidence d'économie d'énergie en chauffage, que ça rejoint 10% de la facture, ça. Alors, on est sur un équilibre de 35%, donc normalement on devrait être dans ces... Le gain énergétique est de 35%, donc on devrait être dans ces éléments. Oui. Alors, oui, non, attention, je parle en consommation, je ne parle pas en coût. C'est ce que j'allais dire. Je ne parle pas en coût la facture, parce que ça dépend du coût du kilowattheure, mais je parle en termes de consommation de kilowattheure, oui, il y aura une baisse. Voilà. Mais après, si effectivement on payait le kilowattheure pour dire les choses très clairement très bas, on le paye toujours très bas jusqu'à la fin, jusqu'au 30 juin. Au 30 juin, plus le tarif en tête, mais plus que double le coût. D'accord ? Donc effectivement, la facture va forcément augmenter. Mais les travaux d'économie d'énergie vous permettront de gagner en termes de consommation. Et donc en coût derrière. Mais vous n'aurez jamais le prix au kilowattheure que vous aviez jusqu'au 30 juin. Disons qu'on aura une année où ça va être un peu plus difficile vu le coût et on n'est pas encore on n'aurait pas finalisé les travaux, donc on n'est pas isolé. Oui. Oui. Est-ce qu'il est pensable de se retrouver dans la situation que certains immeubles seront isolés et d'autres pas, suivant les votes des compétences? Oui, tout à fait. C'est une chose. Si tel était le cas, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un compteur énergétique par immeuble ou alors ceux qui ont payé pour l'isolation vont payer pour cette consommation? Pour l'instant, il n'y a pas de compteur individuel, mais justement, c'est une des résolutions que je vais mettre à la prochaine Assemblée Générale, c'est l'installation de compteurs individuels, compteurs caloriques individuels, qui seront par appartement, enfin par radiateur même, pour que justement le décompte se fasse par logement, et que s'il y en a qui n'isolent pas leur bâtiment, si un bâtiment n'est pas isolé, que les autres ne soient pas pénalisés. La consommation sera individualisée. Donc on mettra un compteur pour ce bâtiment uniquement? Non, pour tous les bâtiments, pour tous les appartements. On va peut-être attendre de savoir, parce que si tout le monde accepte un projet, il n'y aura pas de compteur. En tout cas, moi j'ai une obligation de le présenter. Oui, non, j'entends. Voilà. Okay. Oui. Je verrai avec le conseil syndical les groupes de travail sur ce point-là. Moi, je n'obéis qu'aux ordres. Voilà. Je sais. Moi, je ne suis qu'un exécutant à ce moment-là. Voilà. Ah ben, moi, je fais ce qu'on me dit. C'est clairement. Je fais ce qu'on me dit. Voilà. Alors, on va arrêter les questions. Si dans la nuit. On a perdu pas mal de temps, mais maintenant qu'il l'a fait, je suis d'accord avec vous qu'on peut peut-être lui donner une échéance pour dire nous, c'est pas ça ou pas prêt, vous présentez ce que vous avez et les gens se diront. Sinon, c'est bon, on va arrêter les questions là, parce que je pense que si vous avez des questions dans la nuit ou même dans le week-end, vous avez mon mail, vous n'hésitez pas, je vous répondrai bien évidemment et avec plaisir. Je vous transmettrai la présentation. Alors s'il vous plaît, avant de partir, est-ce que vous pouvez me ranger les chaises en même temps, ça me fera un peu moins de travail. Et mon épouse sera contente quand on reviendra un petit peu plus tôt. Merci à vous. Merci pour cette présentation. Merci pour cette présentation. Merci à vous, messieurs.